Écoutez, je trouve que c'est bien de commencer pile à l'heure, d'autant plus que la salle, la tente est pleine. Et je suis bien heureux de vous accueillir, je suis bien heureux de pratiquer l'exercice qui va être le suivant, c'est-à-dire d'animer cette fameuse table ronde. Alors on aime dire souvent avec un peu humour que c'est souvent le cas qu'elle n'est pas ronde, vous le verrez bien. Mais par contre il y a quand même une petite scénographie, vous le remarquerez pour les habitués, qui permet un minimum de dialogue. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en résonance aujourd'hui, en fonction des différents profils que vous avez ici. Alors, je m'appelle Jérémy Tritz et je suis le responsable scientifique botaniste ici au domaine du Railleul depuis mars 2022. Et pour faire très court, dans les nombreuses missions que je tente de faire valoir quotidiennement, il s'agit, comme je dis tout simplement, de savoir à peu près ce qu'on a et où, tant qu'à faire. Vous savez qu'il y a plein de types de jardins ici, donc c'est à peu près évidemment ma mission. Alors plutôt que de longuement introduire, je vais laisser la parole, contrairement à ce que tout à l'heure M. Jean-Laurent Félizia disait en disant que c'était moi qui allais devoir présenter ces chers monsieur, mais vu que c'est moi qui présente et qui ai forcément le micro en introduction, je décide que c'est quand même vous. Avant ça, on a imaginé une table ronde. On a imaginé une table ronde sur les rivages, finalement le littoral. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que le littoral, c'est quelque chose de, sans faire résonance forcément avec le métier de botaniste, mais c'est quelque chose de complètement hybride. C'est un peu la mer, c'est un peu les rochers, c'est un peu donc la terre. Et ça m'intéresse parce que je trouve que, d'ailleurs, en botanique, on a souvent les fesses entre deux chaises. Vous voyez, on a des fois du mal à savoir. Donc je trouve que c'était une bonne façon d'illustrer un petit peu ce qui nous rapproche ici en parlant de frontières ou de traits d'union. Alors la question, évidemment, elle est ouverte et puis on en débattra. Je vais vous laisser la parole, mesdames et messieurs. Annie, je vais commencer par toi. Alors il y a ton micro, s'il te plaît. Bon, le principe de base en introduction, j'ai envie de dire, c'est déjà de se présenter, s'il te plaît. Voilà. Donc, je m'appelle Annie Aboukaya, je suis botaniste depuis déjà un certain temps au Conservatoire botanique national méditerranéen, puis je suis passée au Parc national de Port-Cros comme botaniste. Mais un peu comme Jérémy, sauf qu'au lieu de regarder ce qui pousse et où dans un jardin, je regarde ce qui pousse et où dans les espaces naturels du Parc national. Merci. Monsieur Boudouresque. Merci. Charles, je me lève parce que du fond, on ne doit pas très bien voir. Charles-François Boudouresque, professeur émérite à Aix-Marseille Université. Je travaille dans un grand laboratoire d'océanographie et ma spécialité, c'est d'être écologue marin. Merci. J'imaginais Monsieur Félizia. C'est Monsieur Félizia, s'il vous plaît. Merci Monsieur Tritz. Jean-Laurent Félizia. Je suis paysagiste et naturaliste et j'ai un lien particulier avec ce lieu puisque c'est ici que j'ai appris mon métier, grâce notamment aux enseignements appuyés de Gilles Clément, mais pas que de Gilles Clément, de toutes celles et ceux qui ont contribué à faire de ce lieu un lieu qui aujourd'hui porte un message et le traduit au plus grand nombre. Et je suis passionné par le littoral, pas seulement méditerranéen, c'est entre autres pour ça que je participe avec joie à la demande de Jérémy Tritz à cette table ronde. Merci Jean-Laurent. Et puis, c'est comment vous... Gilles Clément, s'il vous plaît, si vous pourriez vous présenter. Je ne sais pas comment je m'appelle. On dit Célig Manclé, ça dépend si on lit à l'envers. Alors voilà, c'est la première fois que je m'adresse au public pieds nus. Et là, j'ai tellement chaud que j'étais obligé d'enlever mes chaussures. C'est bien. Bon. Pour pouvoir faire de la gymnastique et montrer son pied nu, il faut pouvoir avoir le fil suffisamment long. Donc bonjour, et voilà, donc je me présente, c'est ça, hein, je dois me présenter. Ah, on m'entend pas. Donc je me représente. Ah oui. À Ramatuel, ils n'entendent pas.
paysagiste. J'ai eu l'occasion de travailler ici depuis 30 et quelques années, rencontrer Jean-Laurent Félidia et plein d'autres gens. Je dis que je suis jardinier plutôt. J'ai mon propre jardin depuis plus de 30 ans. Non, oui, enfin, depuis très longtemps. Beaucoup plus que ça, bref. Et depuis le mois de juin dernier, je suis terroriste. C'est ça qu'on dit, hein ? Vous applaudissez sans savoir pourquoi. Hein. Vous savez pourquoi ? On fait très 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 peur à la totalité de ceux qui protègent le vivant, mais qui ne rentrent pas dans l'économie de marché qui, elle, détruit le vivant. Ça fait extrêmement peur à toutes les multinationales, ça les terrorise. Donc nous sommes des terroristes maintenant. Je ne le savais pas, hein. Moi je n'aurais pas eu la prétention de me nommer comme ça, mais c'est nouveau. Hein ? Oh. Comment il faut faire ? Vous m'entendez ? Je ne vais pas recommencer. Hein. Il faudra que les uns disent aux autres qu'éventuellement... Bon. Ouais, oui. Ouais, c'est ceux qui protègent. Bref, voilà, c'est tout. J'ai fini la présentation, ça va, comme ça ? Eh bien, merci à tous. Moi, ce qui m'intéressait en convoquant ces différentes personnalités, c'est qu'il y avait une pluralité de profils. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui connaît bien les plantes terrestres, on a quelqu'un qui connaît bien les plantes qui sont plutôt sous la flotte, on a quelqu'un qui a une dimension aussi anthropique, et c'est une notion que j'ai vraiment envie de développer un petit peu aujourd'hui, dans la mesure où elle fait partie intégrante du paysage. Et puis pour finir, il me semblait que c'était pas mal de parler de paysage. Alors je me suis dit, Gilles Clément, peut-être que... Voilà. Et sachant que c'est évidemment ce qui régit à peu près tout ce qu'on peut observer en permanence. Donc on va naviguer un petit peu comme ça, sans jeu de mots, à travers des images qui vont nous permettre de rebondir. Et j'ai tout le temps envie qu'il y ait cette espèce de dialogue, vous voyez, entre ce qui est sous-marin et ce qui est plutôt aérien, en étant précis au fur et à mesure. Donc la suite. Écoutez, j'ai trouvé intéressant de commencer par la base. C'est-à-dire que c'est une des plus vieilles cartes que j'ai vues à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Et là, si je ne dis pas d'erreur, elle date de 1320. Et en fait, je me suis souvent laissé piéger, moi, par les cartes en voyant que la dimension physique qu'elles représentaient. Et ça fait résonance avec ce que je disais juste à l'instant, c'est-à-dire que il y a une dimension humaine avant tout. Et au vu des enjeux aujourd'hui, sur le littoral, tant qu'à faire, je trouvais que c'était une belle introduction. On appelle ça là un portulan. Vous savez, monsieur, dame, portulan, vous connaissez ce terme ? Vous pouvez le définir ? Parce que moi, je l'ai vu vite fait et je ne le connaissais pas avant. Alors je me suis dit, autant m'appuyer sur nos invités. Je ne suis pas un spécialiste de navigation, mais il me semble avoir lu qu'un portulan, c'était une carte, une grande carte qui était destinée aux navigateurs et qui leur permettait en longeant les côtes, la navigation était souvent côtière, en longeant les côtes, de reconnaître les endroits où ils passaient, les baies, les caps, etc., les villes, évidemment. C'est une carte, hein. C'est un bon résumé. J'aimais bien que cette dimension, à travers les échanges, le port, tout ça, c'est le littoral à travers. Et 1320, alors il y a une carte qui est plus vieille. Vous allez, si jamais vous fouillez, vous trouverez plus vieille. Le problème, c'est que pour la faire parler, là, pour le coup, il aurait fallu beaucoup de temps parce qu'elle est vraiment, elle est moins parlante. Mais 1320, vous en conviendrez, c'est pas mal, non ? Bon, ça va, vous confirmez. C'est quand même pas rien. Ouais. Même M. Boutouès n'était pas né. D'ailleurs, ce que je disais, c'est pas moi qui le dis, je fais que répéter. Mais vous savez qu'entre M. Clément et M. Boudouresque, il y a déjà à peu près 160 ans d'histoire. Et c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup aujourd'hui, parce que c'est l'histoire qui permet aussi d'expliquer un petit peu ce qu'on a aujourd'hui et le présent. Donc on rebondira au fur et à mesure, on va y arriver. Excusez-moi, c'est pas mon... Vous l'avez compris un petit peu en introduction, et c'est ça sur quoi j'ai envie que vous échangez, qu'on échange. C'est vraiment cette espèce d'interface entre les deux. Et
ce que j'aimerais, c'est partir peut-être du milieu marin, un peu basique, un peu primitif. Et ça, Charles-François, j'aimerais bien que tu nous exposes aussi les fameux étages pour caractériser aussi cette espèce d'étage qui est au milieu, le médio-littoral. Parce que c'est une figure qui sont issues de tes données, que tu connais. Et est-ce que tu pourrais nous en parler peut-être plus précisément? C'est histoire de cadrer physiquement aussi l'endroit dans lequel on se situe, s'il te plaît. Eh bien, merci Jérémy. Ce sera avec beaucoup de plaisir parce que cette diapositive, elle nous montre tout à fait qu'entre le milieu marin et le milieu terrestre, le milieu continental, ce n'est pas une frontière avec des douaniers, c'est une zone de transition qui est à la fois marine et terrestre. Et ici, nous avons en particulier ces deux étages, l'étage qui est dit médio-littoral et l'étage qui est dit supralittoral, qui est, pour moi, pour un océanographe, c'est le milieu marin, alors qu'ici, on peut se trouver à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Eh bien non, à 10 mètres au-dessus, sur les rochers, on est en mer pour un océanographe. Et c'est peuplé par des organismes qui sont, certains sont plutôt terrestres, des insectes par exemple, certains sont plutôt marins, comme par exemple des mollusques. Et c'est le cas dans ces deux étages. Et du reste, dans l'un de ces étages, ce qui a été représenté ici, c'est le trottoir d'algues calcaires. Alors une algue, ça fait plutôt aquatique, en l'occurrence c'est une algue marine, mais ce trottoir d'algues calcaires, c'est vraiment un écosystème de transition. On y trouve une araignée, on y trouve un pseudoscorpion, on y trouve des algues marines, etc. C'est l'exemple même de la zone frontière de la transition. Et même cet étage au-dessus, l'étage ad littoral, c'est une sorte de no man's land. Le milieu continental, le milieu terrestre, le vrai milieu des botanistes terrestres, comme Annie, il commence ici avec l'étage halophile. Là, l'étage infralittoral, c'est chez moi. Ces trois étages, en quelque sorte, c'est chez nous. Et nous les partageons. Donc, pas trop de frontières. Ceci dit, c'est quand même séparé de façon à présenter les communautés qui habitent. Encore une fois, là, on parle, c'est très lié à des choses vivantes sur la base de quelque chose qui ne l'est pas. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'écosystème, tout simplement. Hein. Et alors, au fur et à mesure, on verra des images de différents endroits avec différents organismes qui sont... Alors, on n'est pas allé au fond des mers. Hein. Donc dans les étages qui sont un petit peu en dessous, c'est pour ça qu'elle est simplifiée cette image, mais on se concentre plutôt, on va dire, entre l'infralittoral, notamment avec la Posidonie qu'on verra, que M. Boudouresque vous exposerez aussi, je pense qu'il y a beaucoup de quoi dire, et puis les étages au-dessus que vous connaissez un peu plus, étant donné qu'on peut marcher dessus sans avoir besoin de palmes, masques et tubes. Mais oui, effectivement. Juste une petite précision, dans les étages donc, que nous partageons, c'est vrai qu'avant les plantes vasculaires, on a d'autres plantes comme les lichens. Vous savez ce que c'est que des plantes vasculaires ou pas? Alors voilà, pardon, zut raté. À l'étage halophile, vous avez une plante donc vasculaire qui est mentionnée, qui est d'ailleurs protégée par la loi et qui est endémique. Le Limonium prescurna ou Statisna n'existe pour le monde entier que sur les littorales des Bouches-du-Rhône et du Var. Donc les plantes vasculaires, ce sont les plantes qui ont développé un système de vascularisation, comme chez les gens finalement, mais sauf qu'au lieu que ce soit du sang, c'est de la sève brute d'abord, élaborée, qui redescend ensuite. Et donc les plantes vasculaires, c'est toutes les plantes sauf les lichens, les algues, les mousses et les champignons. Et donc ce que je voulais dire, c'est que ces plantes-là commencent donc à l'étage halophile, mais en dessous, effectivement, les étages que nous partageons avec le professeur Boudouresque, vous commencez à avoir des premières formes de vie qui sont terrestres, qui sont simplifiées, en particulier les lichens, qui sont vraiment des formes de vie très, très pionnières. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Mais merci, au contraire. Donc on naviguera un petit peu dans tous ces étages. J'aime bien, d'ailleurs, j'en parlais il y a peu de temps, mais j'aime bien comparer ces fameux étages un petit peu comme en montagne. Vous voyez, on parle facilement d'étages en montagne. Il y a un terme que tu as utilisé et j'aime bien rebondir dessus pour que tout le monde sache de quoi on parle avec exactitude. Je dis ça parce que c'est des reproches qu'on me fait souvent.
Et est-ce que vous savez ce que c'est que le terme d'endémisme? Alors c'est quoi? C'est quand la plante est à un endroit. Bah, effectivement, c'est juste. Mais oui, mais souvent on se mélange avec le mot indigène, vous savez. Voilà. Mais merci, madame. Merci. Alors, je vous promets qu'on ne va pas trop s'embêter avec les chiffres, mais ça permet quand même de cadrer un petit peu les choses. Vous voyez, c'est pas si vieux, hein, 95-2020, et ben, la mer a monté. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va nous guider aussi, parce que ça va avoir des influences, évidemment, sur le paysage, ça va avoir des influences sur ce qu'on a pu voir avant, les communautés, ça va avoir des influences, Jean-Laurent le verra beaucoup à la fin, mais sur des aspects d'aménagement du territoire. Donc encore une fois, il en va du paysagisme. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la NASA, et je crois que c'est quand même assez consensuel cet état de fait. Est-ce que l'état de la plage depuis 89, Gilles, est-ce que la plage du domaine, je parle, hein, parlons local, est-ce que tu as vu qu'elle avait perdu un peu de son sable? Ah oui, ça c'est tout à fait sûr, mais ça n'est pas forcément dû au mécanisme de remontée de la mer dans son ensemble sur la planète. Ça vient des tempêtes, des cyclones. Il n'y a pas de cyclone ici, mais des courants. C'est normal. Et il y a des endroits où les sables a complètement disparu et où on n'a plus que des roches, et d'autres, au contraire, où le sable s'est accumulé. Donc le trait de côte change physiquement, de point de vue du paysage, mais de l'usage aussi, tout le temps. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Je voudrais ajouter quelque chose pour cette montée du niveau de la mer et ce recul des plages. Tout à fait d'accord. Le recul des plages n'est pas dû à la montée du niveau de la mer. On verra peut-être tout à l'heure, tu me tendras le micro pour en parler. Le niveau de la mer, il se situait à 130 mètres sous le niveau actuel il y a seulement 20 000 ans. Il est monté à toute vitesse. Certains siècles, il est monté de 4 mètres en un seul siècle, il y a 10 000 ans. Et il n'a jamais cessé de monter donc depuis 20 000 ans. Et il a poussé devant lui les plages et il continue à pousser les plages en l'absence d'impact de l'homme. Et les plages continuent à suivre la montée du niveau de la mer. Évidemment, quand il y a un mur avec des maisons qui étaient déjà sur le domaine public maritime ou qui, si elles ne l'étaient pas, maintenant le sont, évidemment, la plage ne peut pas suivre. Merci beaucoup. Jean-Laurent, tu allais intervenir aussi? Non, j'attends mon tour sagement. Pour l'instant, Eh ben, détrompe-toi, il n'y a pas de tour. Alors vas-y, au contraire. Non, je pense qu'on continue avec la progression du diaporama et puis je me réserve au bon moment. Merci, Jérémy. Mais avec plaisir. Monsieur Boudouès, c'est vous qui m'avez envoyé ces images. Et je trouvais qu'elle parlait assez bien de façon à illustrer un petit peu, un peu ces changements. Est-ce que vous pourriez les commenter un petit peu, s'il vous plaît? Parce que c'est une belle façon de caractériser aussi ce qui se passe avec ce fameux trait de côte, ces fameux littoraux. Hein. Eh bien, ce que vous voyez là à l'écran, c'est ce qu'on appelle le trottoir à Lithophyllum bisoides. C'est le nom latin d'une espèce d'algue calcaire. Alors, les gens qui le voient pour la première fois, on leur dit c'est une algue. Pour eux, une algue, c'est mou, visqueux, en général moche. Mais de toutes les façons, pour eux, ce sont des coraux. Ben non, ce sont des algues calcaires qui vivent dans l'étage médio-littoral, cette zone frontière, juste au niveau de la mer, et même un peu en dessus du niveau de la mer. Et c'est évidemment très dur. Pourquoi on appelle ça le trottoir? Eh bien, parce qu'on peut marcher dessus. Et j'ai l'honneur, en tant que scientifique, d'avoir étudié le trottoir. Et certains disaient d'avoir fait le trottoir. Donc là, vous voyez, ça peut faire 2 mètres de large. Merci. Bon, il y a des chiffres qui font pas rêver, je crois. Mais on va poursuivre avec un autre sujet que tout le monde connaît bien, qui est la posidonie. Est-ce que tout le monde connaît un petit peu cette algue? Ah, ça va. Ça va, non, mais c'est pour savoir si je peux dire des bêtises ou pas. Ça va. C'était un piège. Qui
Qui c'est qui aimerait en parler, Gilles? C'est une plante que tu as toujours connue, toi, ici? Ouais. Oui. Bon, Mais enfin, elle fluctue un peu au domaine? non, on a parlé des herbiers de Posidonie menacés par la cholerpa à un moment donné, qui était l'algue tueuse, prétendument. Et aujourd'hui, elle a disparu, comme chacun sait. C'est la réponse du milieu. Il y a des équilibres qui se reforment sans arrêt. Bon, il y a des nouvelles cholerpa qui sont un peu plus profondément installées. Ça, vous le direz peut-être. Parce que la mer s'est réchauffée et que ce sont des plantes tropicales qui s'installent mieux comme ça. Mais les herbiers de Posidonie, en tout cas ici... J'interromps tout de suite, je me permets. On croyait que c'était une plante tropicale et c'est pour ça qu'on croyait, on s'est trompé, les scientifiques se trompent aussi. C'est pour ça qu'on croyait qu'elle allait envahir la Méditerranée comme une traînée de poudre, comme un TGV. En fait, ce n'était pas une algue tropicale, c'était une algue du sud de l'Australie, de la Méditerranée australienne, et d'une région où les eaux sont tempérées et même froides. Et donc, en fait, elle ne s'est pas tellement plu en Méditerranée. Et effectivement, elle n'a pas disparu, elle a régressé, mais en partie parce que elle a trouvé plus forte qu'elle une autre espèce de colère, venue elle aussi d'Australie, mais beaucoup plus dynamique, beaucoup plus compétitive, a pris le dessus. Les espèces introduites, les espèces invasives sont un problème, mais il arrive qu'une espèce invasive pire que les autres domine une espèce moins pire que les autres, et c'était le cas. Merci. En terrestre aussi, on connaît des substitutions comme ça de genre à genre, chez les élodés par exemple, où ça arrive, c'est parfois une autre espèce du même genre qui supplante la première, c'est assez curieux. Les élodées, c'est les lentilles d'eau. Non. J'ai dit une bêtise. Ah bah non, je me demandais que les lemna, excusez-moi, autant pour moi. Oui. Oui, juste, je voudrais rajouter qu'on s'octroie souvent le fait que les Posidonies ne peuplent que les rivages de Méditerranée. Or, je crois, Charles-François me contredira si je dis une bêtise, qu'il y a des espèces aussi en Nouvelle-Zélande et en Australie qui jouent le même rôle d'oxygénation du milieu et de restitution de l'oxygène. Hein. Il me semble que... Et elles cohabitent avec des espèces de cholerpa, avec une croissance beaucoup plus rapide que la Posidonia oceanica qui est la nôtre, hein, et qui a effectivement une croissance très lente. Effectivement, il a raison et tort. Effectivement, il y a une espèce de Posidonie en Méditerranée, mal nommée Posidonia oceanica, parce que la Méditerranée, ce n'est pas l'océan, parce que Linné, le grand Linné, le père de la nomenclature botanique et zoologique, croyait qu'elle venait de Biarritz. Il avait mélangé les paquets, il travaillait un peu bordéliquement. Et donc, il a appelé Oceanica. Et une fois qu'on porte un nom, on n'a pas le droit de le changer. Il y a des gens parmi vous qui s'appellent peut-être le grand alors qu'ils sont tout petits. Ce n'est pas une raison pour changer de nom. Voilà. Donc, en Australie, ce sont d'autres espèces qui dérivent d'un ancêtre commun et qui jouent à peu près le même rôle. Et uniquement, pas en Nouvelle-Zélande, c'est trop froid, mais uniquement dans justement cette Méditerranée australienne, c'est-à-dire le sud de l'Australie, où aussi bien au niveau marin, encore une convergence, qu'au niveau continental, on va trouver non pas les mêmes espèces, mais des espèces similaires ou des espèces qui jouent le même rôle. Merci beaucoup. Ce paysage vous inspire, messieurs, dames? Ce paysage vous inspire aussi? Moi, je trouve que pour les touristes, ça fait vachement sale. Hein. Eh ben justement, on y viendra après Non, avec une diapositive ou deux. Pas ce qu'ils en pensent dans le public, mais non. Vous confirmez? Oui, j'entends bien. Ah ouais, mais c'est pas bonheur. Alors, s'il n'y a pas de débat contradictoire, alors... Mais, pardon. Ça fait au moins 20 ou 30 ans qu'on dit qu'il faut arrêter de faire ça et malheureusement ça continue. Mais le plus maintenant, c'est que les municipalités n'osent plus dire qu'elles le font. Elles disent qu'elles ne le font plus et elles le font sournoisement. Voilà. Donc, Vous voyez, c'est pile poil ce que je voulais. C'était, il y a 1000 dimensions dans ces fameux littoraux et qui se réunissent tous à cet endroit-là. Et là, c'est pas mal parce que d'un coup, il y a des enjeux touristiques. On sait qu'il y a des pressions démographiques énormes. Il y a des enjeux naturalistes, on l'a un petit peu évoqué. Et c'est ça, Jean-Laurent, Oui, j'allais dire qu'il y a surtout un enjeu environnemental fort. C'est-à-dire
on associe l'argent public gaspillé, puisque, comme le dit Annie Aboukaya, on retire les algues et on va les remettre une fois que la fréquentation touristique est partie. Ah, on les remet, c'est vrai? Les algues ou les laisses de mer. Les laisses de mer, je vais être pris. Théoriquement, on les remet, mais c'est ce que vient de dire Annie Aboukaya. On dit qu'on les remet, mais en fait, on ne les remet pas. Et je peux vous les présenter, hein, j'ai 50 photos de la plupart des plages de Méditerranée, de la région sud et de Corse, où l'on voit le tas qui reste en hiver. Alors, tu as raison et tu as tort. Bim. C'est une table ronde, vous voyez. Parce que j'habite aux confins de 2 communes qui dégagent des budgets considérables pour sortir les posidonies, les stocker à un endroit, et puis une fois que tout le monde a le dos tourné, de les remettre sur le rivage, laissant croire qu'en fait le cordon dunaire a toujours été indemne de tout acte mécanique. Et il y a des gens dans la salle qui savent très bien de quoi je parle. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que parfois c'est stocké dans des endroits que ça dégrade avec le sel, c'est-à-dire des zones humides d'eau douce derrière le littoral. Avec les coups de bulldozer, certains arbres sont abîmés aussi à l'enlèvement ou à la repose. Enfin, ça fait évidemment des dégâts connexes. Alors forcément, il y a toujours une dimension. Ça, c'est Monsieur Boudouresque qui m'a présenté ces images. Et puis ça rejoint. On a juste fait la part belle à ces images. Ça rattrape. Hein, donc on est exactement dans ce cadre-là, quoi. Moi, je savais pas qu'il les remettait après, ou pas. Enfin, ça dépend des fois. Ouais. Ou pas. Mais c'est. Il paraît que quand on les remet, ils ont perdu aussi leur fonction. Ils ont perdu des choses. Il ne fallait pas les remettre. Le fait de l'enlever et les remettre, ils perdent. Alors je ne sais pas quoi, C'est moins spire, excusez-moi, c'est moins spire de les remettre que de les laisser en tas, en compétition d'ailleurs avec la dune, parce que en faisant un tas de feuilles de posidonie dans un coin de la plage, souvent on enterre la dune, qui évidemment n'a aucune importance, comme tous mes collègues le diront, pourront le confirmer. J'allais en parler. Hier, on a eu aussi plusieurs interventions, évidemment, à peu près dans le même sujet, mais est-ce que, je crois qu'il y a quoi? Il y a 10, 12 000 espèces autour de la Méditerranée, du bassin méditerranéen. Combien t'as dit? 22 000. Sur le pourtour méditerranéen. C'est 10% de ce qu'on connaît en plantes vasculaires mondiales sur la Méditerranée, qui est 0,1%, je crois, des terres émergées. Et ça bouge tout le temps, les chiffres. Hein. Encore une fois, ces chiffres, c'est pour essayer de cadrer au mieux les enjeux, tant qu'à faire, avec évidemment un certain nombre de plantes protégées. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en enlevant évidemment ces laisses de posidonie, on enlève aussi les communautés animales associées, puisqu'en fait, il y a toutes sortes d'arthropodes. Certains sont très rares, des décomposeurs, etc., etc. Il y en a même qui sont signataires de la fréquentation du milieu. C'est-à-dire que vous avez des chilopodes, c'est des espèces de mille pattes, qui restent uniquement dans les milieux qui sont très très peu impactés par la surfréquentation et en tout cas jamais nettoyés, évidemment. Les chilopodes. Est-ce que quand vous avez fait Jardin Monsieur Clément, est-ce que dès le début vous avez eu, par exemple, je parle de cette plage, t'as dit? Non. Dis des bêtises. Il m'appelle Monsieur Clément. Il y a un peu d'ironie, vous l'aurez compris. Mais est-ce que vous avez eu la chance d'avoir peut-être des inventaires sur ces fameuses petites plages, des inventaires naturalistes? Parce que là, tu parles d'un groupe que je connaissais même pas, qui est quand même marqueur assez fort. Pardon? Non. Je vais laisser Gilles parler, puis après je compléterai. Vous avez eu un état des lieux à ce niveau-là, je parle? Non, nous n'avons pas eu d'inventaire. Nous avons émis le projet de faire un jardin marin, c'est-à-dire une installation sous-marine comme une sorte de pergola qu'on ne verrait pas, mais qui serait sans impact écologiquement parlant dans la mer. Mais il faudrait aller tout ça pour pouvoir accueillir des plantes et des animaux qui se positionnent en dessous, comme ils le font en dessous des roches. C'est là qu'il y a la plus haute diversité, paraît-il. Ça on nous l'avait enseigné. Et donc, pourquoi pas faire quelque chose qui accueille tout ça plus facilement, on pourrait avoir une pédagogie sur cette question-là. Ça a été interdit, d'ailleurs, par le groupe Cousteau à l'époque.
Et il n'y a que quand, un peu plus tard, je sais pas, Sarkozy a fait son jardin, lui, à côté, au Cap-Nègre, il avait le droit de faire absolument ce qu'il voulait. Nous, non. C'est normal. C'est normal. Bon, d'accord. Dommage, hein. Moi, ce que je- Vous comprenez la notion de terroriste, là, du coup, hein. Voilà. Ça monte en puissance, vous allez voir, c'est pas fini. J'aurais voulu Il est juste- quelle heure juste? Je regarde pour juste cadrer la montée en puissance. J'aurais voulu juste compléter pour dire qu'effectivement, ces petits mille pattes là, très, très discrets, très secrets, et sur lesquels il existe très très peu de spécialistes. Vous entendez au fond? Oui. Oui. Il existe très très peu de spécialistes déjà au niveau français et sûrement mondial. Donc là, nous, on est monté en puissance au niveau du parc national avec l'acquisition d'une aire d'adhésion sur le continent. Et mon chef a cherché des sous pour faire des inventaires complémentaires qu'on n'avait pas les moyens de faire. Et dont les parents pauvres au niveau des inventaires, je ne dis pas qu'on savait tout au niveau de la flore vasculaire, mais grâce au Conservatoire botanique national qui fait des inventaires depuis des années, et la base de données Silène, on savait pas mal de choses. Sur les vertébrés aussi, mais les parents pauvres, c'est vraiment les arthropodes, les insectes, et au niveau des plantes, mousses, lichens, champignons, et algues, en particulier algues d'eau douce. Et donc là, on a un programme de montée en puissance et avec ces inventaires-là sur lesquels on mobilise des spécialistes mais qui sont rares sur ces groupes. Donc l'état des lieux, en tout cas dans ce fameux jardin marin, parce que je trouve que c'est une belle façon de parler de notre aire marine protégée ici au domaine du Rail, qui fait 14 hectares, je crois, qui est pas rien. C'est l'appellation. Vous savez, il y a 11 jardins ici au domaine du Rail, dont un jardin marin. Et ça, c'est quelque chose qui a été un peu conceptualisé dès le début, finalement, et que j'aime beaucoup, parce qu'encore une fois, il y a une notion, vous savez, un peu anthropique, et puis il y a une notion, évidemment, biologique. Jardin, c'est plutôt le fait, un fait humain, il y a une volonté. Et puis marin, à la base, c'est quand même plutôt une dénomination pour un habitat naturel. Et j'aime beaucoup cette articulation, et je trouve que ça vient en résonance un peu avec différents profils. Comment ça t'est venu, cette affaire de jardin marin, Gilles ? Par l'évidence de la situation même ici, où on marche dans un jardin, on descend selon le relief. Tu marches pas sur l'eau, toi, aussi. On n'est pas encore tout à fait arrivé là. Il y en a qui ont fait ça, hein, mais il y a très longtemps. C'est pour ça. Et puis on arrive à ce qu'on pourrait être, disons, nommé comme un seuil, une sorte de transition entre deux milieux. C'est l'eau, mais le jardin, les plantes et les animaux continuent en dessous. Et en plus, on apprend qu'on vient de là. Comment se fait-il qu'on n'en sache pas plus, quoi ? Et d'ailleurs, c'est dans ce milieu-là, dans ce monde de l'eau, que l'on découvre encore aujourd'hui plus d'espèces que sur la partie terrestre que l'on voit, nous, bien facilement à l'œil nu. Donc, comment pourrions-nous faire pour avoir un peu plus de connaissances sur cette question ? C'était ça l'idée, c'est qu'il n'y avait pas de transition, pas de limite, pas de porte entre ces deux milieux, ces deux biotopes très importants. On essaye de savoir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Après, vous savez, il y a tout un tas de spécialités en botanique, hein. Et puis, Monsieur Boudoures, qui est plutôt lié à ce qu'on appelle l'algologie. Vous savez, c'est la science des algues. Il y a des spécialistes des algues. Tout le monde ne le sait pas. Dis-moi, Jean. Oui, juste pour rebondir sur ce qu'évoque Gilles au moment de ce projet de jardin marin, d'un inventaire pas loupé, mais comme tu le disais, c'était une évidence que le prolongement de la terre vers la mer devait se faire. Et moi, j'ai en tête un atelier que dirigeait Véronique Mur, qui doit être là, je crois, il y a quelques années, avec des étudiants de l'école du paysage de Marseille, où pour leur évoquer la vie d'un paysage terrestre, elle avait fait démarrer ses étudiants dans l'eau et les avait fait sortir progressivement en datant en fait l'apparition de la vie sur Terre, ce qui paraissait quelque chose d'assez surréaliste. Et en fait, c'est ce qui s'est passé au moment où de la vie anaérobique ou aérobique, mais sous-marine, la vie a petit à petit gagné le rivage, puis ensuite la Terre pour pouvoir s'implanter et créer des paysages. Donc je crois qu'à un moment donné, c'est ce trait de côte dont on parle depuis tout à l'heure, il a une valeur qui n'est qu'administrative en réalité. Et qu'on a construit dans l'inconscient collectif parce qu'il n'y en a pas de trait de côte. Oui, il y en a quand on révise administrativement et qu'on doit établir le domaine public maritime. Mais en réalité, ce trait de côte, il est à géométrie variable et il conditionne les paysages, c'est-à-dire cette zone qui est l'influence qui oppose un milieu à un autre, alors qu'en réalité, il fait charnière. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette charnière aujourd'hui, on y est accroché, nous, dans l'aménagement du territoire, on le verra tout à l'heure.
dans les quelques diapos d'une commune où j'habite qui a sacrifié son littoral et qui aujourd'hui en paye les pots cassés à tout point de vue, que ce soit au niveau des dépenses publiques comme d'un déséquilibre territorial. Le trait de côte n'existe pas en réalité. Il est dans l'imaginaire collectif. Pour moi, en tout cas. Question de temps, vous le disiez tout à l'heure. C'est une question de temps et ça permet de relativiser un petit peu. C'est vrai qu'il y a des grottes qui ont été découvertes, je crois, pas très loin de vos herbiers, M. Boudouresque, des grottes sous-marines. C'est une belle façon aussi d'illustrer le fait que les choses évoluent tant qu'à faire. Cette notion d'évolution, moi, me touche particulièrement. C'est quelque chose que sur lequel j'ai pas mal lu. Et effectivement, ces transitions au fur et à mesure avec les grands groupes, les grands groupes dans l'apparition de la vie. Ce que je voulais montrer aussi avec cette image, en dehors du fait qu'il y ait des algues sur lesquelles on pourrait rester un moment, c'est qu'en fait, ça dépend de point de vue, tout ça. Et tu l'as dit un petit peu, Jean-Laurent, juste avant. Et là, on voit qu'on regarde finalement vers la surface. J'ai montré cette photo à d'autres personnes, ils n'ont pas compris direct. Pardon ? Ils n'ont pas compris direct. En fait, toutes les questions, vous allez dire, c'est peut-être aussi une évidence, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais ça dépend comment on regarde les choses. Et ça, pour le coup, le paysagiste, il est assez fort. Une fois, j'avais dû faire un inventaire botanique, et puis il y avait tout un tas de spécialistes. Il y avait par exemple un malacologue avec moi. Donc c'est ceux qui regardent les escargots, pour le coup. Sauf que moi, je regardais la plante, et puis lui, il regardait l'escargot qu'il y avait sur la plante. Vous voyez, donc, encore une fois, c'est traduction. Et moi, j'ai absolument pas vu l'escargot, je m'en fichais, quoi. Je voulais savoir ce sur quoi, par contre, il se baladait, quoi. Donc, voilà. Et cette algue, cette espèce, pour le coup, elle est proche de la surface. Donc, je trouvais que c'était une façon un peu d'illustrer. Groupe que connaît bien Monsieur Boudouresque. Le groupe des cystosères, au sens large. Juste un petit mot sur la question du paysage quand on est dans l'eau. C'est bien visible avec les photos de Nicolas Floch, que peut-être vous connaissez, et qui a fait des très belles photos, surtout dans le parc des Calanques, mais dans bien d'autres endroits dans le monde. Mais même sans ces photos à lui, on le ressent quand on est immergé et qu'on regarde. La question même de l'horizon n'existe plus, c'est un plafond. C'est-à-dire que la limite, elle est là, elle est au-dessus de nous, elle n'est pas dans la profondeur. Quelquefois, la profondeur, elle est perdue dans une sorte de brume, de brouillard, parce qu'il n'y a plus de lisibilité, trop de particules fines qui l'empêchent. Par contre, au-dessus, oui, on a l'impression de ça. Donc c'est très, très différent de la lecture du paysage dans le fond et au-dessus. Pour le coup, il y aura une frontière. Aucune frontière. Ah, voilà. je fais un peu exprès. Oui, c'est une notion d'écologie simple et tout ça, mais c'est sûrement de rappeler qu'en fait, tout ce qui se passe en mer a des répercussions sur la Terre, ne serait-ce que par les embruns qui sont projetés à terre, éventuellement plus ou moins pollués, etc. Et ce qui se passe sur Terre a aussi des répercussions sur la mer. Et là, on est vraiment entre les deux et tout a des répercussions sur tout. Et donc, c'est pas du tout une frontière, en fait. Tu veux dire qu'on peut jeter nos mégots dans la rue, c'est ça ? Ça va la mer, de toute façon. Ça va, la mer. Il y a des très jolis panneaux Explore et préserve à ce sujet que vous pouvez acquérir d'ailleurs. D'accord. Monsieur Félidia m'a transmis ces images. Tout à l'heure, vous savez, je suis parti d'une carte assez âgée, et puis j'ai dit, encore une fois, ça va de soi, mais c'est l'histoire qui pouvait permettre d'interpréter, de comprendre, si ce n'est qu'on puisse le faire parfois, le présent. Et puis il m'a passé tout un tas de successions comme ça que tu vas pouvoir commenter, Jean-Laurent, s'il te plaît. Alors oui, il y en avait juste une avant qui était non pas une photo aérienne parce que le pauvre Cassini, une famille de géographes et cartographes, ne possédait pas de drone à l'époque, bien évidemment, puisque c'est une carte qui date de 1793 où on voit toute la vallée, toute la plaine du Bataillé. C'est un ruisseau côtier qu'on dit aujourd'hui temporaire, mais qui du temps de Cassini, en 1790-95, possédait un lit majeur qui faisait à peu près 400 mètres de large. 400 mètres de large, car aujourd'hui, ce ruisseau temporaire côtier est endigué à hauteur de 8 mètres maximum. Tout le monde visualise, de berge. C'est-à-dire qu'on a perdu entre 350 et 390 mètres de large de lit. Alors pourquoi cette photo ? D'abord rappeler une chose qui
puisqu'il en découle de ces ruisseaux côtiers le maintien d'un cordon dunaire et donc d'un littoral. Rappelez que jusqu'en décembre 1393, on ne se soucie absolument pas du littoral. Absolument pas. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une côte qu'on peut ou pas accoster. Et avant qu'on crée une charte dite constitutive de l'amirauté, on va considérer qu'effectivement, ça appartient à l'État de droit. Et donc, on court pendant près de 4 siècles jusqu'au XVIIe siècle où Colbert et Richelieu vont commencer à créer par des ordonnances une administration de ce littoral, une notamment pour le commerce, celle de 1681, et une pour des effets douaniers, l'ordonnance de 1689 qui crée d'ailleurs le fameux sentier des douaniers, où aujourd'hui on s'appuie, 1689. Ouais. Qui a donné lieu d'ailleurs à de nombreux textes de loi qui sont venus se superposer sur ce fameux sentier des douaniers. Mais vous le voyez bien, il n'y a aucun enjeu environnemental, aucun enjeu paysager bien évidemment, il y a du commerce et de la sécurité. Vous me direz, à l'heure que nous vivons, quand on écoute des chaînes d'infos 24/24, c'est la guerre et l'économie. Et de temps en temps, le climat qui se dérègle, mais qu'il faut résoudre par l'économie et la guerre. Donc, on tourne en rond. Et donc, pourquoi commencer par ces dates qui sont cruciales? C'est que, à part la loi littorale de 1986, qui vient mettre un terme à une vision très militaire, en fait, et très administrative, et qui dit arrêtons cette gabegie d'aménager un territoire et même de le déménager de ses fonctions essentielles, on va créer une loi qui va faire rupture avec une urbanisation à tout rompre, complètement anarchique, qui ne prend pas en compte certains éléments naturels, notamment la bande des 100 mètres et quelques estuaires importants. Et donc, bien loin des 4 arsenaux qu'avaient créés Colbert et Richelieu, qui étaient Toulon, Brest, Lorient et je crois Rochefort, voilà la plaine du Bataillé, à Bormes-les-Mimosas, une commune qui, effectivement, jusqu'en 1913, incluait une autre commune qui s'est détachée à cette époque-là, qui s'appelle le Lavandou. Le ruisseau que vous voyez là, je ne sais pas si je vais pouvoir m'approcher je vais le faire si tu veux. Sans que ça couine, c'est le fameux ruisseau du Bataillé. Et cette photo aérienne date de 1924, si je ne dis pas de bêtises. Elle a une vocation, c'est de vous montrer à quel point l'arrière-plan, la dune, qui aujourd'hui n'est plus celle que vous verrez tout à l'heure, puisque les photos vont se succéder, avait comme, je dirais, presque essence au littoral, c'est d'apporter des sédiments de la terre et d'accueillir les sédiments de la mer, et de faire donc un littoral soutenu par des éléments qui petit à petit viennent conforter cette espèce de dune qui n'existait pas en fait que dans la façade atlantique, que en Bretagne ou sur les plages de Normandie. Elle existait aussi sur tout le littoral méditerranéen avant que l'aménagement du littoral soit sous l'emprise d'une urbanisation complètement dingo. Il faut prendre les mots qui conviennent. On le verra bien après. Et donc, voici petit à petit, vous le voyez sur la photo de droite, après l'avènement bien sûr des congés payés, il faut savoir que la période 1850-1920, c'est la période où le littoral prend un développement à la fois touristique mais aussi de villégiature. C'est entre autres pour ça qu'on doit les grands bâtiments ici, que sont le Rayollet, l'hôtel de la mer et d'autres beaux bâtiments comme des hôtels qui ont pu voir le jour sur la commune du Rayol, puisque c'était un projet de développement touristique de grande envergure, plutôt pour la bourgeoisie européenne. 1945, vous voyez que petit à petit, ça grignote. Ça grignote, et même si on n'est pas encore arrivé à l'explosion des congés payés et d'un tourisme de masse, on va le voir à la photo d'après, si je crois, voilà. Là, vous voyez que petit à petit, on a construit un stade. Et puis, sur une dune qui était très importante, on y a mis des bungalows qui viennent finalement, ici, réduire la sortie du fleuve du Bataillé, qui n'est plus que là. La photo d'après, on a créé une barre d'immeubles. Enfin. Les sédiments de la terre ne viennent plus constituer les apports pour le cordon dunaire d'arrière-plage, ce qu'on appelle aussi en littoral la berme, c'est-à-dire cette arrière-dune. Et puis, bien évidemment, pour finir,
On continue d'aménager ce qui était le lit majeur du Bataillé. Et bien sûr, on connaît les premières inondations, bien qu'on ne soit pas encore confronté à un dérèglement climatique avéré, comme celui qu'on peut rencontrer par la répétition d'intempéries, d'orages, d'épisodes cévenols, comme c'est le cas depuis une quinzaine d'années. Pour finir, la dernière photo. On a un domaine viticole qui assure le poumon vert de la commune, mais la barrière s'est constituée. En fait, il n'y a plus de dunes. Et donc, il y aura de continuité. ni de plage. Donc, à partir de cet instant-là, en ayant en plus construit ici un port, puis un autre ici qu'on ne voit pas de l'autre côté, on bloque la rotation de ce grain de sable qui, par définition, met 120 ans à faire le tour des rivages de la Méditerranée pour connaître tous les rivages et les croisés. Et donc, on n'a plus de plage. On désensable, on dépense de l'argent et on fait croire qu'il existe une plage et qu'on va maintenir comme ça, par une dune artificielle, l'érosion littorale. Totalement surréaliste. Et il n'y a plus de continuité. Hein, Jean-Laurent? Et il n'y a plus de continuité, bien évidemment. Le fameux... Ouais. C'est là où le trait d'union a complètement disparu. Mais le terrain de foot il est bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu confirmes. Gilles, est-ce que toi, tu as eu beaucoup de travaux de paysagistes comme ça Alors, oui, Vas-y, juste, continue. Pardon. On se pose la question aujourd'hui de savoir comment on remédie. Par rapport à toutes les bêtises qui ont été faites depuis 50 ou 60 ans, on va faire encore quelque chose de nouveau. On va poser des digues pour casser la houle. Alors qu'il faudrait déjà réfléchir à comment déménager ce littoral, prévoir des fonds de garantie pour pouvoir assurer justement à celles et ceux qui vont pâtir de cette montée des eaux, des risques de submersion marine que connaissent déjà des côtes. Vous avez tous en tête l'épisode de l'immeuble Le Signal qui a été détruit définitivement à l'issue d'une tempête mémorable. Et alors que lorsqu'il avait été construit, la dune était à 300 mètres du rivage dans les années 60. Annie, est-ce que, Gilles, je te reposerai la question après, est-ce que tu as connaissance, toi qui as travaillé sur l'inventaire floristique du département dans lequel nous sommes aujourd'hui, de données floristiques historiques à cet endroit-là, précisément? À cet endroit-là, ça ne me dit rien, mais il faudrait chercher, en particulier au niveau du Conservatoire botanique national, il y a des archives sur les cartes de Roger Molinier, René et Roger Molinier, qui datent de 60 à 70 ans, celle de René en particulier, et qui peuvent permettre de comparer. Et c'est ce que j'allais dire, on fait des cartographies d'habitat et des pointages d'espèces et cartographies pour localiser et pouvoir comparer. C'est vraiment important. Mais on a des données sur le tombolo de hier, par exemple. Le double tombolo, en 60 ans, les habitats dunaires ont régressé. Tu peux dire ce que c'est qu'un tombolo? Voilà. Tout le monde sait ou pas? Ah voilà. Alors, un tombolo simple, c'est une flèche de sable qui relie le continent à une partie en mer, une île rocheuse en mer. C'est ce qui se passe ailleurs, où on a là 2 flèches sableuses au lieu d'une, ce qui est assez très original, il y en a très peu dans le monde. Et donc ces 2 flèches sableuses relient le continent, hier continental, à Gien, qui est la partie rocheuse. Mais donc en 60 à 70 ans, les habitats dunaires y ont reculé ont été détruits à 90%, pour toutes causes mélangées. Donc les endroits où on a des documents justement scientifiques et historiques permettent de comparer, et c'est en général très défavorable. Gilles, j'allais te poser la question, merci Annie, j'allais te poser la question de est-ce que tu as eu beaucoup de projets, est-ce que tu as beaucoup de projets dans ces milieux littoraux précis? Et comment tu arrives à interpréter le fait que ça soit entre deux chaises, tu vois, ça soit mer. Il y a ce jardin marin, évidemment, que tu as imaginé ici, pour lequel on essaye d'œuvrer. Il y a tout un tas de visites qui sont faites. On essaie de savoir un peu ce qu'il y a en dessous, tant qu'à faire, via les algues. J'essaye de récolter, etc. Avec les guides, les moniteurs de plongée qui sont là, on va essayer de référencer un peu tout ça. Mais est-ce que tu as eu des projets précis à cette interface, autre que ce que tu as pu mettre ici? Par curiosité aussi, je me dis. Oui, très peu. Montrer, Très peu. Il y a eu une petite intervention sur l'île de Bas. On est au nord de la Bretagne, face de Roscoff, où il y a un jardin botanique considéré comme botanique aujourd'hui, important, intéressant.
et qui s'appelait autrefois un jardin colonial. Il recevait des plantes d'un peu partout de nos colonies, mais le terme n'a pas été très apprécié, donc il a été supprimé. Il y a une association qui s'est occupée de son entretien, jusqu'à ce qu'il y ait eu des problèmes liés aussi à l'activité touristique et la nécessité d'agrandir un petit peu lorsqu'il y a eu un achat du Conservatoire du Littoral sur une partie du territoire, de ce jardin en faisant partie, et où il y avait la possibilité de l'élargir. Et là, je suis intervenu à ce moment-là, mais sur le terrain, sur le terrain de l'île, sur la terre. Je ne suis pas rentré dans l'eau. L'autre étude, sans réalisation, mais juste une étude, c'était assez important sur l'île d'Aix, où là, je montre... Quel département, l'île d'Aix? C'est Charente-Maritime. Charente-Maritime, oui. Où il y a plein de questions très intéressantes qui se posent dans un endroit comme celui-là qui va probablement disparaître, et où justement ils étaient en train de mettre en place des murs pour venir lutter contre la montée de l'eau, les houles, enfin des choses qui étaient tellement ridicules vu la hauteur du mur construit qu'on se demandait à quoi ils jouaient, quoi. C'est comme un jeu, oui, c'est vraiment un jeu. Et je pense que ça servira à rien, mais c'est pas beau, c'est dommage. Que ça venait nuire un petit peu à l'esthétique de ce paysage qui, c'est vrai, dans la partie la plus centrale et la plus creuse, va disparaître, et les maisons qui sont là ne sont pas très heureuses d'avoir la perspective d'une disparition. On comprend. Enfin, c'est ce qui va vraiment se passer. Oui, dans les missions que peuvent avoir des paysagistes, des urbanistes, quelquefois des architectes vertueux, on voit bien à quel point on bute sur l'espace-temps. Autant l'établissement public qui est le Conservatoire du Littoral a une mission d'intérêt général, mais pas de mandat électif. En réalité, c'est un établissement qui, on l'espère toutes et tous, durera très, très longtemps. Depuis 75. En fait, quand on est en face d'un élu ou d'une élue, ce qui l'importe, ce n'est pas forcément l'intérêt général, qui là pourrait être majeur, hein, mais bel et bien l'objectif de résultat pour son mandat et ceux qui viendront peut-être après. Et donc, on a cette confrontation qui est souvent compliquée. Faire entendre que ce que nous construisons aujourd'hui, notamment au regard de ces enjeux qui dépassent même l'échelle d'une génération, hein, il faut l'entrevoir comme étant une construction sur le long terme qui sera sans doute à éprouver. Et comme on en parlait tout à l'heure avec Charles-François et Annie en déjeunant, c'est que notre savoir vaut pour l'instant. Sans doute saura-t-il remettre sur l'ouvrage pour le métier que nous faisons dans les années à venir, parce que tout évolue et puis on découvre en fait des dynamiques qui s'opèrent selon des choses qui nous échappaient à l'instant T et qui demain vont sans doute, parce que la nature a, comme tu l'as bien dit dans un de tes jardins, toujours la nature réinvente. Toujours la vie. Ouais. Et la vie avec. Ouais. C'est mal appris. Monsieur Boudrex me demandait de revenir peut-être sur ces fameuses posidonies qui pourraient être largement, un espèce de fer de lance de ce fameux aussi littoral. Et est-ce que c'est une bonne introduction pour poursuivre ce sur quoi tu veux parler? Tout à fait, félicitations. On a un très bon animateur. Alors, pourquoi les plages reculent? Beaucoup d'entre vous le savez, mais peut-être que certains n'ont pas la totalité de la démonstration. Elles reculent d'une part parce qu'il arrive moins de sable continental à la mer. Autrefois en Méditerranée, 50% du sable venait de la terre, des fleuves, comme celui que tu nous as montré. 50% venaient de la mer, c'est-à-dire des herbiers de Posidonie, qui sont l'usine à sable de la Méditerranée. François, je te coupe, parce que la technique me dit que tu n'es pas trop dans le champ de cette fameuse caméra. Alors, est-ce que tu pourrais venir par là, s'il te plaît? C'était pour... c'est pour montrer au passage. C'était pour montrer au passage. Première raison, il arrive moins de sable. Sur 50% de sable terrestre qui arrivait en mer, en moyenne, il en arrive 10%. C'est le cas des grands fleuves comme le Rhône. Ensuite, deuxième raison, la destruction de la dune par les constructions. Ici, la dune, c'est tout ceci,
en arrière de la plage. Et partout, et on le voit très bien sur les photos du Lavandou, donc, que tu as montré, eh bien, on a construit trop près de la plage. Même si ce n'était pas sur le domaine littoral, il fallait construire en arrière de la dune, c'est-à-dire à plusieurs centaines de mètres. Voilà, je peux passer dans le champ de la caméra. C'est-à-dire à plusieurs centaines de mètres de la mer, et non pas simplement le domaine public maritime, qui de toutes les façons était déjà, c'est une erreur, on s'est trompé. Donc, un grain de sable, normalement, il doit passer son temps d'une tempête à l'autre, d'un coup de vent à l'autre, d'une année à l'autre. Il passe son temps entre devant la plage, sur la plage, dans l'arrière-plage et sur la dune. Et il revient en arrière, et il revient. Avec le vent. Avec le vent, avec les tempêtes, avec les marées, etc. Un grain de sable, c'est un organisme vagabond, c'est un organisme voyageur. En mouvement En mouvement, en mouvement, on peut le dire. Et donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, eh bien, et alors là, ce serait bien de revenir sur la photo de Jean-Clément, de Jean-Laurent. Hybridation involontaire. Tu voulais quelle année? La dernière, par exemple. Voilà, celle-ci. C'est que pour les maires, beaucoup de maires, dont celui de hier, hein, que nous connaissons bien, beaucoup de maires, qu'est-ce qu'ils font? Ça, vous voyez, ça chauffe, je sens que ça chauffe. Le plâtrage. Alors, évidemment, un plâtrage sur une jambe de bois pour rassurer, parce que c'est un désastre économique, évidemment, le départ du sable. Quand la plage a diminué de 60% ou de 70%, ça fait évidemment 70% de chair rôtie que l'on peut mettre à l'hectare. Et donc, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe, et donc ils réensable. Et ce sable qu'ils mettent, pour les mêmes causes que le sable qui est parti naturellement, très vite, il repart à la mer. Et à la mer, qu'est-ce qu'il fait? Il ensevelit les herbiers de Posidonie. Je me remets dans le champ de la caméra. Il ensevelit les herbiers de Posidonie et il les détruit. Donc, d'un côté, on détruit la plage. De l'autre côté, on détruit la machine qui restait à fabriquer le sable, 50% du sable, c'est-à-dire l'herbier de Posidonie. Donc, c'est un cercle vicieux absolument diabolique. Et les maires le savent. On le disait tout à l'heure à table, mais c'est incroyable. En général, un maire, il a une longévité plus importante que celle d'un président de la République. Il est maire pendant 10 ans, 20 ans, parfois 30 ans, et on en connaît qui ont survécu plus longtemps. Donc, il sait qu'il connaîtra la disparition de sa plage, et il sait que la responsabilité lui sera directement attribuée, ou tout au moins par les scientifiques. Voilà. Mais grand merci. J'ai envie de poser la question aussi au niveau paysager, paysagiste, mais cette prise en compte, ces états de fait, je veux dire, vous arrivez à montrer ces choses-là parce que là, on parle entre nous, les choses ont l'air d'aller de soi. Et j'aime pas trop l'entre-soi, d'ailleurs. Et j'aime bien justement quand c'est un peu hybride. Alors on voit que là, on est en train de partir dans des constellations plus humaines, mais est-ce que c'est pris en compte? Ma question, elle est simple. Après, il y a l'aspect démocratique qui pourrait rentrer en ligne de compte, parce qu'on pourrait se dire, à un moment donné, un maire, il a aussi ce devoir de gestion, de se référer par enquête publique à une population quand il s'agit d'ouvrir un espace à construire ou un ouvrage qui nécessite une modification du plan local d'urbanisme. Je vous prends un exemple qui est la ville de Fréjus couplée à celle de Saint-Raphaël, qui prévoit aujourd'hui un platelage en bois sur l'eau, un passage souterrain entre les deux villes pour pouvoir échapper aux bouchons alors qu'on est en zone de submersion,
et une imperméabilisation de ce qu'on appelle aujourd'hui encore la base nature, qui était effectivement cet aérodrome, ce lieu que Tu utilises souvent François Léotard avait engagé pour être, soi-disant, une zone bloquée, emplacement réservé, qui se trouve à quelques mètres de l'estuaire du fleuve qu'est l'Argent. Vous savez que l'Argent, ça ne fait pas le bonheur. Hein. Mais là, ça va être catastrophique si les projets sont menés à bien. Il y a pour autant une enquête publique, il y a pour autant des gens qui vont écrire sur le document d'enquête, il y a un commissaire enquêteur. Et bien, malgré tout ça, ces outils démocratiques ne suffisent pas à contraindre ces projets qui sont contre nature. J'aurais voulu compléter parce que, en fait, dans le Var, il nous reste 3 grands milieux dunaires d'envergure, avec encore des formations dunaires et un certain nombre d'espèces animales et végétales rares, patrimoniales et emblématiques de ces lieux. Ces 3 lieux, c'est le double tombolo de Hyères, la plage de Ramatuelle, la plage de Pamplonne à Ramatuelle et toutes les plages effectivement autour de Fréjus, Villepé, etc., dont cet emplacement où vous avez encore par exemple les pierres maritimes. Il y a un plan régional d'action qui vient d'être lancé, qui est sur la dune du Pacha par exemple à Fréjus et qui pourrait éventuellement être impacté. Donc il nous reste 3 grands milieux dunaires, pas un de plus, qui ne sont pas en bon état. Et donc et ça c'est vraiment à prendre en considération si on veut garder des milieux dunaires, évidemment, dans notre département. Vous voyez à quel point c'est pluriel, quoi. Donc il n'y a plus que les associations qui peuvent déposer des recours et s'opposer à ces projets-là. Moi, voilà, j'invite celles et ceux qui ont encore une envie d'investir, des associations qui défendent le bien commun, de se joindre à elles pour pouvoir être forts et s'opposer à un autre pouvoir qui n'est finalement... Et empêcher. Si on avait un organisme dont la fonction est d'acquérir les parcelles littorales pour empêcher ces envies de construction, ce serait peut-être la solution. On pourrait l'appeler le Conservatoire du littoral. Une petite réponse. Le Conservatoire du littoral, malheureusement, ne gère pas les terrains qu'il possède. Il les confie à la gestion à des municipalités. Par exemple, en Corse, à Macinaggiu, la gestion des terrains du Conservatoire est confiée au maire de Rodiano, qui est la commune la plus proche et qui ensuite il fait ce qu'il veut. Et en particulier, il nettoie les plages au bulldozer. Pour revenir sur Fréjus et répondre à ta question taquine, j'imagine, un peu taquine, les étangs de Villepé sont au Conservatoire du littoral, donnés à la gestion de la ville de Fréjus. Donc l'acquisition est faite, la gestion est tout autre chose, même s'il y a... des conventions de gestion avec les partenaires qui sont là pour gérer. Sur Villepé, c'est bien. Sur Villepé, ce qui est fait est bien. Je ferai tourner le micro avec grand plaisir juste après. J'aimerais qu'on poursuive, mais ça fait partie évidemment de la chose. Donc c'est avec plaisir que je ferai tourner après. Juste pardon, le parc national aussi qui co-gère avec des communes un certain nombre de propriétés du Conservatoire du littoral. Annie, tu m'as passé cette photo et je trouve que, en dehors de toutes ces constatations qui parfois, évidemment, au regard des enjeux, s'avèrent plutôt négatives, il y a quand même des réussites, notamment par rapport au fait de restaurer, qui est une notion anthropique, certains habitats. Et puis ça, c'est un exemple qui est assez parlant que tu peux peut-être nous exposer. Je vais le commenter. Merci, Jérémy. En fait, c'est vrai que le Conservatoire botanique national et le Parc national, puisqu'en fait, c'est une même entité, même si les missions sont différentes, etc. Donc, il y a quand même une acquisition d'expérience, de restauration du milieu qui est faite. Et on voit que dès qu'on fiche un peu la paix à la nature, pour parler français, elle vous le rend amplement. Et donc là, c'est une photo qui a été prise il y a une vingtaine d'années. Le milieu était complètement désertifié par la surfréquentation sur l'île de Porquerolles.
Voilà, d'abord la première. Et donc, il y a une collègue qui a fait ce suivi depuis longtemps, qui a récupéré des images d'archives pour montrer comment c'était quand on s'est décidé à mettre en défend pour arrêter la surfréquentation et avec des pins qui étaient morts, qui ont été quand même utilisés comme matériaux de confortement, de restauration, de maintien de l'humidité, etc. Et 20 ans après, là tu peux passer la diapo suivante, voilà ce qu'on a à la place. On a toujours le bois, un morceau du bois qui reste. Donc il y a eu des plantations. On les a derrière toi aussi. C'est pas toujours les antilistes, mais c'est pas toujours le cas partout. Parfois, une mise en défense simple suffit. Les graines qui sont contenues dans le sol ou qui sont apportées par les végétaux à proximité suffisent. Donc ça, ce sont des chantiers qu'on a organisés depuis plus d'une vingtaine d'années. Même au-delà, je me rappelle, donc je disais ce matin à la causerie, un de nos premiers chefs de secteur sur Porquerolles, Monsieur Audemars, Monsieur Aimé Audemars, qui est maintenant disparu, avait organisé des mises en défend pour régénérer les forêts d'arrière de plage, parce qu'il s'était rendu compte qu'avec la surfréquentation déjà des années 70 à 90, le début de la fréquentation de masse, ces forêts étaient en train de disparaître. Donc il avait organisé des mises en défend, des îlots de régénération. Et après, donc c'est devenu un petit peu une tradition. Expérimentalement, on a essayé sur pas mal de milieux littoraux, que ce soit rocheux comme ici ou dunaires, les mises en défend avec ou sans plantation. En 1995, nous avons fait notre première opération de masse d'éradication d'une espèce exotique envahissante, la griffe de sorcière, sur l'îlot du Grand Langoustier. Et ça a été notre première opération. Après, on a continué pour protéger des paysages et une biodiversité qu'on a en charge, nous, de protéger. Donc voilà un petit peu l'historique. Mais 20 ans après, voilà ce que donne la nature, et c'est quand même assez remarquable. Il faut 20 ans pour dégrader un bout de bois, quasiment. Ça dépend du bois, mais ouais, je pense que c'est celui d'origine. Marrant, c'est assez marrant. D'où l'intérêt aussi de conserver les archives. Ah, ça. Je trouve que ça fait à peu près 1 heure qu'on débat de tout un tas de choses, qu'on essaye d'évoquer des aspects naturalistes, des aspects d'aménagement, des aspects assez divers. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? Ça a une frontière ou un trait d'union, alors? Les deux, mon capitaine. Merci beaucoup de m'aider, c'est les deux. C'est dur, hein? C'est dur. J'avais envie de parler aussi au niveau trait d'union des plantes qui poussent sur une partie du bassin méditerranéen ou presque tout, qui peuvent être circum-méditerranéennes. Donc là, on est dans le trait d'union, nettement. C'est rigolo. Je veux répondre à ta question. J'avais mis pour cette question-là, le littoral n'est pas une barrière, ce n'est pas une clôture, ce n'est pas une frontière, c'est une bordure, une lisière, un seuil. La notion de seuil, c'est passer d'un milieu à l'autre, se trouver dans une situation quasi initiatique, on va découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Il suffit juste d'avoir les clés de la porte. Dans les deux sens. Donc pour se jeter à l'eau, il faut savoir nager, mais sinon on peut aller de l'un à l'autre. C'est une étape de transition initiatique, on change de monde. Moi, ça me paraît très important, très intéressant, surtout quand on sait qu'on vient de là. Voilà, ça c'était pour répondre à cette question que tu poses. Après, j'avais des images sur le sable pour illustrer les propos de notre ami et des algues. Charles François. Carolus Francisco. Non, Carolus François en latin. Trouvez le nom. Pardon. J'approuve totalement ce que Gilles vient de dire, c'est-à-dire trait d'union, enfin bon, tous les termes que tu as utilisés. De mon point de vue, tu en as oublié une zone d'échange. C'est-à-dire que la terre donne à la mer et la mer donne à la terre. Merci beaucoup. Tout à fait d'accord. Je vais le rajouter. Je pensais en terminer là, et puis il s'avère qu'il y a un certain nombre d'images. Est-ce que tu aimerais toujours les montrer? Si vous avez 5 minutes de patience... Peut-être qu'au fur et à mesure, on peut rebondir en faisant passer le micro à ce moment-là, parce que j'imagine qu'il y a tout un tas d'interrogations, etc. etc.
J'avais juste un, Mais bien sûr. Je voulais rajouter un aspect culturel à cette notion de frontière, puisque le simple fait administratif de vouloir toujours mettre un épiphénomène autour d'un document, une cartographie, ça nous met un peu à l'écart. On échappe à la réalité, au réel même de ce qu'est ce littoral. Je voudrais revenir sur les ordonnances de Colbert et Richelieu qui, à l'époque où de ce littoral on veut faire commerce, on se lance quand même dans une expansion coloniale. Et c'est pas rien. C'est pas rien, ce 19e siècle, il a un intérêt historique qu'on prend dans la gueule aujourd'hui en pleine face, comme un effet boomerang. Puisqu'autant on a pris ce littoral pour démarrer une vraie conquête commerciale et coloniale, autant aujourd'hui on est tous à s'émouvoir dès lors que pour des questions climatiques, économiques, politiques, démocratiques. On fait d'éthique. Là. Oui, mais il y a le mot éthique. Ouais, mais sauf que le tac, on le prend en pleine gueule, c'est qu'il y a des gens qui viennent mourir sur ce littoral. Et effectivement, c'est pas anodin. C'est comme si ce littoral, en fait, était la fausse frontière qu'on veut encore poser une fois comme étant une frontière, alors qu'effectivement, c'est juste la mobilité des peuples. C'est joliment dit. Merci Jean-Laurent. Comment on procède? On fait tourner un peu les photos? Et puis tu commentes un petit peu? Je les commente en vitesse, oui, voilà. On va enlever ce truc magnifique là. Non, qu'est-ce que tu veux enlever? Attends, reviens. Il y a une souris là au milieu. Là. Voilà. Ah bah voilà. Les nuages que vous avez vus, c'est juste pour des changements de chapitre. Hein, je fais toujours ça. On est dans l'eau. Oui, toujours, c'est très important. Donc pour aborder ce sujet, j'avais sélectionné quelques images. Celle-ci qui concerne directement le Conservatoire du littoral, n'est-ce pas? Qui s'occupe aujourd'hui de quelque chose qui est à peu près là et là. Alors, avec tout ce qui reste à faire comme boulot, je ne vous dis pas, bon, mais ça nous donne l'importance de ce linéaire à l'échelle planétaire. La question des frontières, on l'a suggéré, on l'a dit, ça n'existe pas. Il en existe quand même une, mais au sens un peu large, il faut mettre des guillemets, c'est celle des biomes, c'est-à-dire des compatibilités de vie dans un climat et avec un sol déterminé. Les plantes de biome, du biome méditerranéen, elles vont pouvoir aller d'un continent à l'autre dans le même genre de climat, sans aucun problème, et ainsi de suite pour toutes les autres zones climatiques, bien sûr. Ça concerne aussi bien les... Il y a un jardin qui fait ça, non? Il y a un jardin qui fait ça. Et ça concerne, bien entendu, toutes les plantes de rive et même celles qui sont aussi dans l'eau. Mais c'est quelque chose qui est transitoire. On ne sait pas quelle va être la largeur du biome dans quelques temps, puisque le climat va changer. Si on met tout ça sur un seul continent, qu'on appelle le continent théorique, on a les espaces réservés à ces zones climatiques-là. L'équateur est ici. La surface dédiée aux zones climatiques méditerranéennes est assez faible. Hein. Vous voyez, c'est en rouge ici, en rouge là. Et ça va probablement devoir augmenter. Ça, c'est une cartographie de quelque chose qui est une prévision de l'augmentation de ça, tandis que ici, les zones tropicales humides diminuent, sèches augmentent, désertiques augmentent, etc. Donc, de toute façon, quelque chose qui est lié au linéaire de la côte en fait énormément partie dans son changement à prévoir. On a évoqué cette question tout à l'heure. Ici, on sait qu'on était à 250 mètres en dessous du niveau de la mer actuel il n'y a pas très longtemps. Le linéaire était évidemment pas du tout le même, le paysage pas du tout le même. Le Cap Canaille, là on est à Cassis, il avait sans doute pas exactement cette forme-là, il s'est érodé, il continue. Hein, les roches tombent tous les jours. Moi je suis promené là le long, il faut faire attention. Et ça peut changer complètement, rapidement, la forme même de ce littoral, surtout quand on mesure, quand on apprécie la force de l'eau. C'est quelque chose qu'on connaît bien, mais en fait, on n'en prend pas garde. On pense qu'il faut des petites digues. Là, le phare de Cassis, il est costaud. Hein. Il arrive à résister à des puissances absolument inouïes.
Ça fait des très jolies manifestations, là, des fontaines d'eau magnifiques, mais un jour ou l'autre, il va tomber, c'est obligé. Donc ça donne un paysage qui est cascadé, qui est très touristique aussi, parce qu'il est très beau d'un point de vue plastique, ces érosions dans le calcaire et avec des arbres qui arrivent à pousser, là où on se demande, mais il n'y a même pas de terre, quoi. Et tout ça est le résultat d'une grande érosion, de quelque chose qui a été attaqué par, pas que la mer, le vent aussi. Et c'est ainsi de suite, comme ça, partout dans le monde. Là, on n'est pas loin de Naples. Et on voit que même l'artifice des humains dans leur activité n'empêche pas la lisibilité de l'érosion et de la force de cette érosion. Un autre aspect qui a été évoqué hier Avec Véronique. par Véronique Amodi, qui est là, je le dis en italien, c'est plus chic, c'est en Corse ici, c'est l'anémomorphose, c'est-à-dire la puissance du vent à tout niveau, et ici la capacité de sculpter les rives, et les arbres en particulier. Donc c'est un projet qui n'a jamais vu le jour. J'ai pu faire le jardin à Cargèse, mais pas le travail d'une recherche sur... On m'avait demandé, c'est le CNRS qui est là à Cargèse, on m'avait demandé un protocole de recherche que je pouvais proposer. J'avais proposé la conversation entre les plantes, ça n'a pas eu lieu, mais j'ai pu bénéficier du paysage incroyable et du travail du vent. Et un beau siège. Oui, ça, c'est pas moi qui les ai dessinés, les sièges. Ça, c'est de l'anémomorphose, mais sur l'île d'Aix. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On fait une étude à cet endroit-là. Et là, vraiment, on voit quelle est la résistance du monde végétal côtier, qui a l'habitude de recevoir les vents avec une grande puissance, les interprète, se plie et finit par adopter une pause. Et voilà. Là c'est pas évident. Je ne sais pas si vous le voyez. Non. Voilà. Ça tourne. Et ça, ce sont des vents successifs qui ont poussé le tronc, quand il était plus jeune, à aller dans une direction, puis qui finalement, il se remet pour aller dans sa position qui lui convient, puis il est repoussé, et ainsi de suite. Il fait comme un serpent, et il résiste, quoi. Donc c'est ce qui est magnifique, c'est la résistance. Hein. Donc il n'y a qu'une série fleuristique adaptée le long de nos côtes qui peut résister à ce genre de force, parce qu'elle est considérable. Hein. Ça, c'est un fil à eau. Alors là, c'est l'histoire des grains de sable en question. On est à l'île de la Réunion. On n'est pas ici, mais ça pourrait aussi être ici avec un autre arbre. On n'a pas forcément des casuarinas, des fils à eau au bord de la mer partout. Oui, par exemple. Les pins parasols à Gigaro. Voilà, les pins parasols à Gigaro. Là, la photo est prise 2 jours après une tempête. 2 jours. C'est parce que j'ai pas les photos d'avant, parce que je n'ai pas pensé prendre une photo avant. Et par contre, quand je suis revenu et que j'ai vu ça, là, j'ai trouvé que c'était magnifique. On voit le système racinaire, tout le sable est parti. Et bon, ils sont malheureusement plus là, les fils à eau, mais ils ont été trop fatigués. On voit le système racinaire qui s'implante verticalement et qui sans doute va très profondément et peut-être aller chercher de l'eau douce, ça c'est possible aussi. Hein. On ne sait pas trop, mais en tout cas, ça tient. Et puis un jour, il n'y a plus suffisamment de sol et les arbres sont morts. Ça, on est donc à Saint-Gilles, à l'Ermitage en fait. Le baie de l'Ermitage. Et celui-là, on dirait qu'il veut s'enfuir. Là, c'est pas très courant. Hein. Oui, non, il a raison, c'est courant, il court. Bon. C'est marrant parce que les feuilles vont dans le sens opposé où on a l'impression qu'elles courent. Oui. Oui, tout à fait. Il n'a pas bien compris comment... Tu l'as posé là, tu peux le dire maintenant. Non ah ben moi je suis paysagiste, hein, attention. Bon, et puis il existe tous les végétaux qui passent sous nos régions ici, mais dans d'autres climats, s'installent dans la mer. C'est merveilleux, sans aucun problème, avec des systèmes racinaires qui sont c'est le palétuvier pour ceux qui... Oui, c'est les palétuviers. Vous avez bien compris, c'est les mangroves. Hein? Non, ça c'est à Maurice. Mais ça pourrait être ailleurs. Hein. Il y en a partout dans le monde. Donc c'est assez merveilleux. Il y a quand même des végétaux complètement adaptés à des systèmes d'implantation qui ne sont pas du tout évidents. Ça, c'est une vision d'un estran, on peut dire, c'est une plage, mais c'est le moment où l'eau n'arrive plus, elle s'est retirée, elle va remonter.
C'est aussi un palétuvier. Il a aussi l'air de s'en aller, d'ailleurs. Il a l'air un peu fatigué, ouais. Et là, on est en Australie. J'avais trouvé extraordinaire cette image-là, bien sûr. Et ça évoque le sujet à proprement parler de l'estran que j'ai pu rencontrer sur l'île d'Aix et qu'on n'aborde pas beaucoup ici parce qu'il n'y a pas suffisamment de marée haute et basse. Ça, c'est une photo voilà, du milieu marin. Je parlais du plafond tout à l'heure. Floch, j'ai oublié son prénom, Nicolas Floch, photographe des fonds marins. On n'est pas vraiment dans la lecture d'un horizon, mais d'un plafond. T'enlèves le plafond, on pourrait presque on est presque, ça pourrait être une forêt avec une vallée au milieu, genre dans l'Utah ou je sais pas où c'est. Oui, avec une autre échelle, oui. Ou un gros orage, comme dit Jean-Laurent. Alors juste évocation sur cette île d'Aix, ce que j'ai voulu représenter, pourquoi ça marche comme ça, je ne sais pas, en bleu complet, c'est la totalité des espaces qui ne sont pas occupés par les humains, à marée haute ou à marée basse. L'estran est inclus dans cette histoire-là. Les parties vertes sont des activités humaines, les rouges, ce sont des constructions. Mais quand la marée est basse, l'île n'a pas du tout la forme de celle qu'on a en cartographie. Ça n'a rien à voir. Or, le temps de l'île à marée basse, il est le même que celui d'une île à marée haute. Mais on ne prend pas du tout ça en compte. Alors que la vie qui existe sur l'estran, elle est considérable, on ne la connaît pas. On marche dessus parfois pour aller chercher des coquillages, des moules, etc. Et c'est très très impressionnant. Parce que quand on marche là-dessus, on marche en fait sur des êtres vivants en permanence, on les écrase. Moi, ça m'a paru très 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 bizarre. Il n'y a pas de système de protection par rapport à ça, on s'en fiche en fait. Alors oui, il dit oui. Il y a beaucoup de gens qui font ça sur Terre, il a raison. Mais on n'écrase pas des animaux avec ses pieds sur Terre aussi facilement. Un peu les escargots, on n'y pense pas. Beaucoup les fourmis et les autres, les tiques, les moustiques, voilà, tout. Bref. Et on a à marée basse la vision sur un herbier de Posidonie. Alors, non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte ? N'importe quoi. Alors ça, c'est n'importe quoi. C'est comment ? Ulva, non ? Non. L'herbe de Townsend, l'aspartine, c'est tout. L'aspartine de Townsend qui est pas très bien vue parce qu'elle est hybride entre une spartine américaine et une spartine européenne. Elle s'est développée en Angleterre, elle a colonisé les côtes françaises, elle est partout. Elle a été même coupable, paraît-il, de l'envasement du Mont Saint-Michel. Mais en fait, ce n'est pas seulement ça. Il y a la question de l'accès au mont, il y a plein d'autres raisons. Mais elle est là, et elle occupe le terrain, et c'est pourquoi pas. Cela dit, elle n'est pas montée plus au nord que la zone de Dunkerque, qui est plus au sud que celle de Bayonne. Elle est là, dans une zone climatique qui lui convient. Et ça crée c'est un biotope très singulier, qui appartient donc à ce qu'on appelle l'estran, en gros, puisque ça disparaît quand la marée monte. C'est dans cette île que je vous disais qu'ils construisent des petits murs pour protéger les maisons. Bon, ça c'est une image, on n'est plus du tout au même endroit, on est en Australie, mais qui montre la fragilité du système dunaire qui change forcément. Peut-être même que l'aéroport ne sera plus là bientôt. On appelle ça, tu sais, les avions qui atterrissent sur l'eau, c'est comment déjà ? On pourra les hydravions bientôt. Peut-être. Alors, est-ce que tout voyage d'une île à l'autre, d'un continent à l'autre Oui, bon là, je vous montre juste un crocodile. Je l'avais déjà montré à propos de l'Australie il y a 2 ans ici. Il y a un crocodile carnivore qui vit dans la mer. C'est pas évident du tout. Mais lui, il voyage assez bien. Tu te souviens pas du nord de l'Australie ? Je savais pas qu'il allait dans la mer. On n'a pas intérêt à nager ce jour-là parce qu'il vient vous goûter. Il mesure jusqu'à 8 mètres de long. C'est comment ? Ils supportent le sel. On les appelle les saltis. Parce qu'en fait, ils passent de l'eau douce à l'eau de mer. Les saltis comme le sel, quoi. D'accord. Bon, ben voilà. En tout cas, moi, je ne suis pas rentré dans l'eau à ce moment-là. Mais c'était, non.
était très beau. Donc, bon, il y a énormément d'animaux qui voyagent dedans, dessous. On sait bien que tous les poissons, enfin, les mammifères marins, etc., etc. Mais les plantes, on n'y pense pas beaucoup. La plante qui fait le tour du monde systématiquement le plus souvent, c'est le cocotier dans la zone climatique tropicale. On ne connaît pas son pays d'origine. La graine, la plus grosse graine du monde, vous la voyez en photo ici, elle flotte. Elle est emportée par les orages, les tempêtes. Elle s'en va et elle va se germer. Alors, le fès, non, il coule. Oui, le cocofès, c'est la plus grosse graine, mais elle coule. Mais elle coule. Flotte. Qui coule pas. Quoi? C'est Coco Vadliana. Ah bon, ben, c'est lui. Et c'est impressionnant parce que quand on veut faire comprendre qu'en réalité tout voyage depuis toujours, on a cet exemple-là. Mais bien sûr, ça reste dans la zone climatique qui convient aux cocotiers. On n'en a pas qui sont encore arrivés chez nous. Ça, c'est une photo prise à La Serena. On est au Chili central. On faisait des études sur le parc ici pour le Rayol. Et on voit le Mesembryanthemum crystallinum, qui est une plante d'Afrique du Sud, qui avait occupé le sable à cet endroit, un peu comme le font aussi d'autres plantes de cette même famille, les griffes de sorcière évoquées tout à l'heure. Celles-ci, elles fleurissent bien, c'est belle, mais elles sont très mal vues. Ils ont voulu les détruire. Moi, j'étais là en train de dire, mais pourquoi vous voulez faire ça? Ben, parce qu'elles ne sont pas de chez nous. Bon, d'accord. Je suis revenu 2 ans après, et en fait, c'était un lotissement. Donc là, c'était, voilà. Oui, c'était encore pire. Voilà le Mesembryanthemum en question, crystallinum. Et d'autres plantes par rapport au sable, hein, on est toujours sur le sable ici, qui ont été importées. Ça, c'est à Sandy Bay, on est à Cape Town. Et là, vous voyez un incendie parce que bon, ben, ça a brûlé. Ça a brûlé en particulier ces petits mimosa acacia, Cyclops, qui est un Australien, et qui a été implanté dans différents pays du monde pour tenir les dunes, justement, pour éviter qu'elles bougent. On se demande pourquoi on veut éviter que le sable bouge, c'est complètement stupide. Ça fait partie des illusions de la maîtrise. Mais là, bon, c'est vrai que ça fixe, sauf que ça développe très bien les incendies, ça se multiplie énormément. C'est une plante qui prend beaucoup de place. Bon, après, il y a la névrose de l'envahissement. Pour moi, c'est une grosse question. Je sais que c'est un sujet difficile à aborder. On est ici à Tijuana, on n'est pas en Méditerranée, mais c'est partout dans le monde. C'est qu'on veut détruire les envahisseurs, les plantes qui invasives, etc. Seulement, on est en changement climatique brutal, comme l'histoire humaine ne l'a pas vraiment bien connu. Si on décide d'enlever, en détruisant, ça dépense beaucoup d'argent en plus, toutes les espèces qui sont contentes de vivre là, qui se développent, parce qu'elles font du dégât. Mais que aussi toute une série fleuristique qui est là depuis longtemps, pas depuis toujours, hein, parce que rien n'est là depuis toujours, tout a toujours changé, mais enfin depuis longtemps, et qu'elles ne supportent plus les conditions climatiques changeantes, qui s'en vont, il reste quoi? On est dans une situation qu'on n'avait pas connue auparavant. Donc on est peut-être en mesure de devoir rectifier les listes des plantes qu'il faudrait soi-disant détruire, enlever. Moi personnellement, je suis plutôt dans la stratégie d'accueil pour voir comment ça se passe, en attendant comment il s'appelle le chercheur de Morrison, j'ai oublié son nom, Montpellier, qui dit ce que c'est qu'un écosystème émergent, c'est-à-dire comment s'établit l'équilibre entre des espèces nouvelles et des espèces qui sont là depuis longtemps, par la réponse du milieu, puis au bout d'un moment, bon, ben, ça se stabilise. Hein. C'est l'histoire peut-être de la cholerpa, la première, la taxifolia, pas les autres, mais plein d'autres choses. L'élodée du Canada, par exemple. Vous avez évoqué la question de l'élodée. Moi, quand j'étais étudiant, on me disait ça va tout détruire, et je ne l'ai pas vu se reproduire. Elle a quasiment disparu. Je ne sais pas où elle en est. Elle est supplantée par une autre élodée. Elle est supplantée par une autre espèce d'élodée. Je crois que c'était élodée nutali. Ouais. Ouais, c'est l'exemple que j'évoquais tout à l'heure. D'accord, oui, c'est ça. Donc, bon, bah, on va accepter le Canada, l'Italie et tout ça, parce que de toute façon, on est sur une toute petite planète, un petit jardin. Donc, j'irai pas dire qu'il faut se mettre en guerre contre tout ça, mais il y a eu une époque où, dans le bâtiment d'écologie de Tijuana,
côté américain, pas côté mexicain, on avait ces images. Alors, bon, comme j'ai eu l'occasion de les commenter, ils les ont enlevées aujourd'hui, ils n'existent plus, mais elles étaient surprenantes. Hein. On a le tamaris. Mais quand on arrive dans un pays où les gens se plaignent de voir des plantes européennes s'installer alors qu'eux, ils sont arrivés il y a longtemps, ils ont détruit tout le monde, ça fait bizarre, quoi. C'est un drôle de discours. Donc bon, je ne suis pas en accord, comme je vous l'ai dit, avec ça. Bref, et les barrières, les voilà, complètement illusoires. Là, pour le coup, le trait d'union... Il n'existe pas vraiment. Hein. On peut passer de l'autre côté, il y a des animaux, même des humains qui s'en chargent. Alors, ils ont doublé la muraille aujourd'hui. Hein. Il n'y a plus cette image-là, mais ça continue d'exister. Et je découvre ces images en même temps, Gilles, et j'espérais que tu la mettes, celle-là. Je savais que tu l'avais, et j'espérais que tu la mettes. Celle-là, là Celle d'avant. Ah, celle d'avant, plutôt. Je dis. Ben, celle d'avant, elle a disparu. Hein. Elle n'est plus là maintenant, mais il y a le nombre de morts inscrits. Des gens qui passaient de l'autre côté, les Mexicains qui voulaient aller aux États-Unis et qui n'avaient pas le droit parce qu'ils n'avaient pas le passeport, et ainsi de suite, quoi. Bon, c'est pas très drôle, hein, mais dire que c'est une frontière, pour le coup, complètement artificielle, qui nous amène à prendre des mesures tragiques, alors que bon, on pourrait laisser les humains aussi aller d'un endroit à l'autre. Ça s'appelle l'opportunisme biologique. Comment fait-on pour vivre? Aujourd'hui, on est dans cette situation à cause des changements climatiques et des guerres pour les humains. Voilà. Donc moi, je serais un peu d'accord pour aider ce monsieur à interdire l'interdiction. On s'amuse comme on peut. Hein. Et je finis avec ça. Les seules choses qui voyagent vraiment dans le monde très bien, sans aucun problème, ce sont tous nos déchets. Cette photo, elle est prise à Essaouira. On est sur l'océan Atlantique. Voilà, on va découvrir des choses dans le fond de la mer aussi. Hein, tout va bien. Il y en a même qui ont fait des œuvres d'art avec ça. Ça, c'est aussi à Sandy Bay, à Cape Town. Et je me pose des questions sur la manière dont on nous demande de voir le monde. Là, nous sommes sur une petite question qui concerne aussi le domaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut suivre? Est-ce qu'il faut aller suivre la flèche, hein? On se demande ce que font les deux, là, avec un cerveau qui traîne au milieu. Pourquoi ils ont tous des flèches qui leur... Enfin bref, on ne comprend rien. Est-ce qu'il faut faire ça, c'est-à-dire suivre et aller dans le mur direct, hein? C'est pas moi qui l'invente, hein. J'ai pris les photos. Donc je me pose ces questions-là et en me demandant s'il ne faut pas qu'on discute avec ceux qui ont des règles d'obligation d'aller ici ou droit. Là, on vous dit qu'il faut aller là parce que c'est le lieu du rassemblement. Mais l'incendie, il arrive là, donc on vous demande d'aller cuire. Vous faites le barbecue, c'est vous qui cuisez. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas sûr. Hein. Bon, je finis sur une image optimiste. C'est la barbe de Jupiter, enfin le vrai Jupiter. Hein. Et cette barbe-là, elle était peut-être à 3, 4, 5 exemplaires. Hein. Quand je suis arrivé ici en 88 à faire le tour du jardin, c'était un endroit où les gens venaient accoster, passer, piller la maison potaise là-bas. Et il y avait quand même pas mal de dégâts, une grande friche. Puis on apprend que c'est quand même une plante qui est protégée. Et à partir du moment où les gens n'ont plus eu le droit de venir piétiner, il s'est énormément développé, il est partout. Donc il fabrique un paysage. On est très très peu intervenu. Alors il faudrait peut-être poser des questions aux jardiniers ici. Quel a été votre travail sur la question du maintien et le développement de la barbe de Jupiter? Mais je crois qu'il n'y a pas eu besoin de beaucoup d'énergie pour ça. On a laissé faire, majoritairement. Donc il y a une possibilité de revoir venir une diversité, quelle qu'elle soit. Celle-ci, elle est protégée, elle est très belle en plus, sans intervenir énormément. Et l'avenir d'un jardinage maintenant, ce serait de savoir exactement comment on fait pour ne pas dépenser exagérément d'énergie contraire, inutile, que ce soit de l'arrosage, de tout ce qu'on voudra, ou du désherbage, ou du brûlis. Je ne sais pas s'il faut aller faire ça. Il faudra qu'on en parle. Mais comprendre qu'est-ce qu'il faut faire exactement
pour éviter le pire, bien entendu, et permettre à la diversité de se réinstaller sans faire une dépense inutile. Je disais d'énergie contraire, mais de dépenses tout court. Voilà où on en est un peu, et le domaine du Railleul est quand même très bien placé pour ça. C'est un lieu de pédagogie possible, parce que c'est à la fois un endroit où il y a des gens qui viennent parler, enseigner, mais aussi on peut prendre le terrain et travailler, et voir ce qui se passe avec le temps. Juste avoir un peu de patience. Merci Gilles. Annie dit effectivement, c'est la plante que vous avez de part et d'autre de nos chers invités. Est-ce que vous aimeriez réagir, poser une question? Ça sera une question par personne, parce que ça fait 1h30 qu'on échange. Alors il faut répartir pour tout le monde. Hein. Il y avait quelqu'un par là? Oui, bonjour, excusez-moi, je suis arrivée à la fin, mais je vous entendais parler donc, de régénération naturelle avec très peu d'énergie. Et ça me parlait beaucoup parce que je suis dans un lotissement ici dans le Var, dans lequel j'ai proposé un processus de régénération de la biodiversité. Je me suis rapprochée de la LPO pour ça. Mais je vous entendais dire qu'en effet, il y avait finalement peu à faire et que ça pouvait revenir très vite naturellement. Et je trouve que c'est une super nouvelle. Mais j'ai juste une question par rapport à la conciliation de ce retour naturel avec ce qu'on appelle les OLD, les obligations légales de débroussaillage, et la pression que l'ONF nous met tous les ans, parce que tous les ans, nous avons l'obligation de faire passer ces débroussailleuses, et cet été, j'étais encore atterrée par le résultat après passage, puisqu'on se retrouve dans des périmètres, là, donc c'est un lotissement avec des espaces végétaux, des espaces communs verts assez importants. Mais donc, finalement, je trouve qu'on a un paysage qui devient un peu coton-tige, avec des pins sur des sols secs. Et j'ai eu mon représentant ONF il n'y a pas très longtemps au téléphone, et je lui ai dit, écoutez, c'est très bien de nous protéger de ce risque incendie, on le comprend, mais comment on concilie cette protection avec une biodiversité toujours vivante et une régénération? Donc voilà, c'est ma question. Qu'est-ce que je réponds? Je vais passer la parole à... Merci. Juste en disant qu'autrefois ici, sur les pentes, dans un massif comme celui des Maures, il y avait une gestion du sol, on appelait ça les petits feux d'hiver, il y avait beaucoup de cultures et d'élevage qui ont complètement disparu. Donc de toute façon, la strate buissonnante a beaucoup augmenté. Et c'est plus facile pour un feu de se multiplier par ça. On comprend pourquoi il y a les old en question. Là, old, ça veut dire un peu vieux, non? En anglais. Et il faudrait peut-être modifier, trouver un autre système. Et je vais passer la parole à Gian Lorenzo. Alors, déjà, il ne faut pas désespérer. J'ai dit à Jean-Laurent, pas trop long entre les deux. Il ne faut pas désespérer. D'ailleurs, il faut jamais, quand on est jardinier, on ne désespère jamais, n'est-ce pas, hein? On est patient, on sait aborder les choses par le bon angle. Il ne faut pas désespérer parce que petit à petit, les représentants de l'État, les collectivités se rendent bien compte qu'il y a une contre-productivité à faire tabula rasa tout en ayant des lois, notamment la loi sur la biodiversité de 2015. Pour autant, il y a un effet psychose, puisque les feux ne sont pas des méga-feux. Hein. Ça, c'est les médias qui en rajoutent des caisses. Hein. Il n'y a pas de méga-feux en Méditerranée occidentale. Même en Grèce, quand ça brûle beaucoup, les méga-feux, c'est au Canada, hein, c'est en Australie, c'est en Californie. Donc il n'y a pas de méga-feux, il y a des grands feux. Et il y a effectivement aujourd'hui des dispositifs qui se mettent en place. On n'est pas encore arrivé au terme des discussions qui vont s'engager entre ce qu'il faut faire pour mettre en sécurité les biens et les personnes, et en même temps avoir une approche qui soit plus naturaliste, plus observatrice du milieu, plus contextualisée, parce qu'effectivement, les textes aujourd'hui disent « vous faites comme ça partout et c'est comme ça ». Or, les milieux sont différents, les couloirs de feu aussi, l'exposition et la dangerosité, le côté finalement très vulnérable d'un massif n'est pas le même selon où l'on est. Vous avez simplement de temps en temps, vous, citoyennes lambda, à rappeler que quand un feu est passé quelque part, il repassera de toute façon puisqu'il a une histoire avec le milieu. Le feu de Vidauban, il y a 2 ans, est arrivé pour la 8e fois à cet endroit-là. Et entre la première fois où il est passé et la 8e fois,
eh bien, l'urbanisation avait encore gagné du territoire sur un couloir de feu de manière complètement inconsciente et irresponsable. Ce qui veut dire que quelque part, celles et ceux qui veulent nous défendre pourraient commencer à le faire en ayant des dispositions beaucoup plus, je dirais, intelligentes ou pertinentes par rapport à l'extension de l'urbanisation. Mais c'est en train de se mettre en place. Il y a des départements qui ont déjà commencé à travailler sur le fameux débroussaillement alvéolaire. Alvéolaire, c'est-à-dire on traite le milieu par tiers successifs et on laisse comme ça des couloirs qu'on appelle des corridors écologiques, aussi bien en haut qu'en bas, pour permettre justement à la biodiversité de s'exprimer pleinement. J'aurais voulu juste compléter par rapport à ce que vous disiez. Effectivement, la réglementation peut être parfois contradictoire entre protection de la biodiversité, protection des biens et des personnes contre l'incendie. C'est vrai qu'au niveau du parc national, c'est une réflexion qu'on a engagée depuis longtemps en partenariat avec le SDIS, les pompiers, etc. Parce que quand en plus on a site classé, on protège le paysage, mais si on accueille du public, on a des obligations de débroussaillement. Donc c'est une réflexion avec des allers-retours en permanence. Et ce que je voulais compléter aussi, on met beaucoup de choses sur le dos de l'ONF, à juste titre pour certaines choses, mais là ce sont des arrêtés préfectoraux. L'ONF est simplement chargé de l'application et il faut savoir que les agents verbalisateurs peuvent être punis personnellement en cas de problème ou de non-respect. C'est ça aussi. Moi, je voulais savoir si on sait quelle est la répercussion du réchauffement climatique et notamment de l'eau sur le développement de la Posidonie. Ça, c'est pour moi, donc. À moins que... eh bien, le réchauffement climatique, c'est une réalité, malheureusement. Le réchauffement climatique va avoir des graves conséquences, principalement sur l'homme. J'ai envie de dire, ça peut choquer plus que sur la nature, qui s'adapte, surtout si on la laisse être naturelle. L'herbier de Posidonie résiste bien, même si des journalistes ont dit le contraire, parce que dès qu'il se passe quelque chose, la production de noix, je l'ai entendu sur France Info, a été excédentaire cette année. Est-ce que c'est la faute du réchauffement climatique ? Il a plu hier, est-ce que c'est la faute du réchauffement climatique ? Il y a un orage. Bref, on lui attribue tout et n'importe quoi. C'est très très grave, c'est beaucoup plus grave que ça. Et à la limite, en lui attribuant tout et n'importe quoi, on finit par faire penser que finalement, il ne se passe rien. Non, parce que pour le moment, on n'a encore rien vu. Et la cible, c'est l'homme. C'est le niveau de la mer qui va monter, qui va submerger les zones littorales. Ce sont un certain nombre de cultures traditionnelles, en particulier la viticulture. Pas de souci pour la vigne. Elle remontera vers le nord. Si on fait du vin en Angleterre ou au Groenland, pour la planète, ce n'est pas un problème. Par contre, pour nos vignerons, ce sera un problème. Le public réalise en général mal que le changement climatique, la cible, c'est l'homme, beaucoup plus que la nature qui a des facultés d'adaptation, dont la Posidonie, qui au contraire est favorisée par le réchauffement climatique. Les journalistes ont dit le contraire, mais encore une fois, vous auriez posé la question du mauvais caractère d'un de vos petits-fils, il vous aurait aussi dit, c'est le réchauffement climatique. Et pour celles et ceux qui seraient loin, qui n'auraient pas vu le réchauffement climatique, Gilles Clément est pieds nus. C'est la faute au réchauffement climatique. Moi, j'aimerais revenir sur ce qu'on disait précédemment concernant les normes exigées par l'ONF. On parle non, pas par l'ONF, madame. Ah, par l'État, par la préfecture. L'ONF est un délégataire qui a une mission confiée par l'État. D'accord. Comme disait Annie Aboukaya, c'est important de recadrer ça parce que ce n'est pas les méchants. Hein. Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à contrôler. Les pompiers contrôlent aussi. Moi, j'aimerais parler des éléments de langage qui sont utilisés parce qu'on parle de débroussaillage et en fait, c'est de l'abattage d'arbres. Moi, j'ai un de mes cousins qui a une propriété à Cuers, à côté, derrière Toulon. Pour accéder à sa propriété, on était toujours à l'ombre, quelle que soit l'heure. Il y avait des arbres partout, on était toujours à l'ombre. Et on lui a demandé d'abattre, je dis bien d'abattre et non pas de débroussailler,
un nombre incalculable d'arbres. Et il m'a dit, ben voilà, c'est plus ma propriété. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention entre le mot débroussaillage qui est employé précisément par la préfecture et avec l'ONF qui a cette délégation de mission pour la vérification et pour que ce soit effectué. Mais en fait, il faut aussi parler d'abattage. Merci, madame. Le processus est... Alors, je comprends que vous vouliez jouer sur les mots et que vous avez raison de le faire. Dans les textes réglementaires, il y a deux dispositions. Soit on traite la strate herbacée arbustive et on laisse la strate arborescente en préconisant de laisser entre les houppiers selon la distance. Voilà. Soit on coupe les arbres et ça reste quand même une disposition des obligations légales de débroussaillement. Même si vous avez raison, c'est plutôt de l'élagage et de l'abattage. Ah ouais. Il y avait une autre question. Vous voulez, madame? Oui, moi je voulais demander le tombolo ouest de Gien. Qu'est-ce qu'il en est? Que disent les scientifiques? Le tombolo de Gien, l'almanach. L'almanach, où en sont les scientifiques vis-à-vis de cette difficulté à entretenir on voit le travail des pelleteuses tous les ans. Est-ce qu'il y a des... Parce qu'on a entendu des bruits épouvantables avec des choses au fond de la mer. Où est-ce que où est-ce que ça en est? Où est-ce qu'est le projet? Je ne suis pas le maire, oui, donc je ne vous dirai pas où en est le projet. J'ai entendu parler de son projet et en général, les scientifiques, tous, je n'en sais rien, moi personnellement en particulier, nous pensons que c'est une erreur coûteuse et que non seulement coûteuse, mais un coup d'épée dans l'eau. Et que très souvent, quand l'homme veut maîtriser la nature et maîtriser un certain nombre d'événements naturels, eh bien, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est-à-dire qu'il fait plus de dégâts. Et donc, les travaux pour l'almanach, de mon point de vue, encore une fois, je dis de mon point de vue, qui est partagé par de nombreux écologues, eh bien, c'est que le risque est que la situation devienne plus grave qu'elle n'est actuelle. Le tombolo, l'une des flèches du tombolo, a vocation à disparaître, quoi qu'il arrive, et on pourra construire des digues à la hollandaise de 5 mètres, 10 mètres de haut. De toutes les façons, le niveau de la mer monte, et donc, de toutes les façons, il finira par se couper, et au lieu d'investir dans ce dont vous avez parlé, pensez à faire un pont pour la route, tout bêtement, à l'endroit où on sait qu'il va se couper, parce que de toutes les façons, dans le passé, il y avait communication avec la mer. Donc voilà. Merci beaucoup. J'aurais voulu juste compléter en trouvant un petit peu incohérent d'envisager de faire une digue pour protéger, alors qu'on continue à enlever les posidonies qui, elles, sont réellement protectrices. Et je compléterai en disant que les services de l'État ont rendu un diagnostic après une expertise disant que c'était vain. Donc c'est bien une décision unilatérale de la collectivité qui dit on va y aller quand même. Et c'est une posture qui est finalement complètement rétrograde par rapport à la posture qu'on doit avoir aujourd'hui. C'est d'accepter qu'il y a le vivant et la nature qui fait évoluer nos vies et notre quotidien. Alors, on ne va pas rentrer dans la polémique, mais normalement, il est en contradiction avec ces conclusions des services de l'État. Voilà. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, merci de votre présence. Haut les cœurs. Je voulais vous parler succinctement d'une chose. Il y a quelque temps, j'ai lu que les grands changements, alors ça peut paraître peut-être naïf, mais que les grands changements à une certaine époque dans notre pays, à la Renaissance par exemple,
n'étaient pas venus des politiques ou des responsables ou des gouvernants, mais étaient venus des artistes, des poètes, des philosophes et des personnes simples qui n'avaient soi-disant pas de pouvoir. Et j'aimerais mettre ça en lumière par rapport à peut-être ce sentiment d'impuissance qui nous occupe plus ou moins tous et toutes. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui? Voilà. Et ma question, c'est, à votre avis, comment on soigne ce sentiment d'impuissance? Et une deuxième question liée, est-ce qu'il y a un moyen de rentrer dans les collèges en étant derrière quelle association on peut rentrer dans les collèges pour pouvoir s'adresser aux enfants et aux adolescents? Alors là, vous posez une question extrêmement importante. Et je vais essayer de vous donner quelques réponses. Il faut penser aujourd'hui, c'est peut-être une vingtaine d'années, même pas, à ceux que j'appelle les bifurqueurs, qui sortent des grandes écoles, quelquefois, hein, pas toujours, et qui disent « Ah, on a compris ce que vous nous avez dit, on ne veut pas faire ça. On vous rend notre diplôme, on fait autre chose. » Évidemment qu'à partir du moment où ils commencent à travailler avec une prise de position qui n'est pas celle qui est soutenue par, disons, les règles et l'État, ils n'ont pas d'aide. Mais ça, ce n'est pas un problème, ils s'entraident. Et on voit partout se multiplier des minuscules opérations, peut-être. Ça, c'est évidemment, par rapport aux grands problèmes que nous rencontrons, ça a l'air un peu dérisoire, ça ne l'est pas du tout. Ça prend une importance de plus en plus grande, et c'est bien la raison pour laquelle on finit par dire qu'ils font peur, hein, fameux terroristes. Mais j'en ai rencontré récemment, je ne m'y attendais pas, plus que prévu, en allant faire une étude dans le département de la Creuse que j'habite, qui est un de ceux qui est les plus mal perçus. Beau, bien sûr, mais pauvre, sans industrie, sans peu de pollution, à part quelques exploitations de limousines, des vaches. Il y en a un petit peu là de trop. Bon. Et on me demande, c'est le CAUE qui demande ça, et il intervient, il fait intervenir des artistes. Donnez-nous votre avis et peut-être vos pistes pour le futur d'un département dans lequel il ne se passe rien. Est-ce qu'il pourrait se passer? Qu'est-ce que c'est que cette région demain? Comment vous la voyez demain? Et dans ce que vous avez dit à propos des artistes, alors moi je vais travailler avec un dessinateur d'ailleurs, hein, qui a fait des très bonnes bandes dessinées aussi, et dessine en général remarquablement bien. Mais ça s'adresse aussi beaucoup aux enfants. Il y a historiquement, chez les artistes, la possibilité d'obtenir à partir d'eux quelque chose que tous les autres ne voient pas. Ils ont fait changer les esprits. Ils voient, ils dessinent, ils représentent ce que quelque chose de plus objectif, comme une photo par exemple, ne donnerait pas. Parce que dans une photo, vous avez le cadrage. Il n'y a que le cadrage qui est peut-être le résultat d'un choix. Sinon, vous avez tout. L'artiste ne va représenter que ce qu'il émeut et ce qu'il a vu et qui lui paraît important et qu'il faut qu'il dise. Et c'est valable pour tout, dans toute l'histoire. Sinon, on ne les aurait pas fait intervenir, des artistes, dans tous les changements culturels du monde, dans toutes les cultures du monde. Vous ne pouvez pas aller dans un pays, quel qu'il soit dans le monde, sans avoir des œuvres d'art qui expliquent la pensée qu'il y a, l'histoire qui est racontée, la vision du monde de cette population, de ce peuple-là. Donc on ne peut pas mettre ce monde-là à part. Il joue un rôle extrêmement important. Et d'ailleurs, ici aussi, et bien sûr, les artistes interviennent. Et ils arrivent à dire, sans les mots, sans forcément les utiliser du moins, quelque chose qui est essentiel dans l'histoire même de l'évolution. Donc ça, on ne les met pas à part du tout, hein, nous, ici en tout cas, et j'espère que ça continuera comme ça. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un peu d'espoir qu'on n'avait pas il y a 20 ans, sur le fait qu'il y a une prise de conscience énorme, une vision du monde un peu différente. Ça vient beaucoup de la peur, hein, malheureusement, mais ça vient du regard aussi. On constate et on voit mieux. J'aurais voulu dire aussi que, en fait, on a heureusement en France, alors ça peut paraître curieux que ce soit un agent de l'État qui dise ça, mais heureusement on a en France un tissu associatif très riche,
avec beaucoup d'associations qui militent pour la protection de l'environnement et pour l'avènement d'un monde meilleur. Et donc ça, c'est un gros atout. Et la deuxième chose, pour en revenir au point précédent, la digue ou laisser les Posidonies, évidemment, mieux laisser les Posidonies, je voulais juste dire que la stratégie scientifique sur les 10 prochaines années du Parc national de Port-Cros, qui vient d'être validée, prêche le non-interventionnisme. En anglais, nous disons, vous savez, les scientifiques, on écrit 95% en anglais. En anglais, on dit « let nature be natural ». Ça veut dire, en bon français, laissons la nature être naturelle. Et la meilleure façon de la protéger, c'est de la laisser être naturelle. Merci beaucoup. Messieurs, dames, ça fait à peu près... ça va faire 2 heures qu'on échange, qu'on fait une table ronde. Et vous imaginez bien qu'on pourrait poursuivre très longtemps. Et d'ailleurs, c'était le but, qui est cette dynamique. Donc, je vais clôturer ici. Donc, je vais vous remercier. Et puis, sachez que nos chers invités qui sont là, je pense, sont à même de pouvoir échanger pour continuer peut-être avec d'autres conversations au passage. Sachez qu'il existe un certain nombre d'ouvrages de façon à ce que les choses puissent être apprises au coin du lit le soir. Je parle des flores, je parle tout un tas d'ouvrages qui existent. Évidemment, Gilles, tu en as un certain nombre. Alors, ça se passe juste à côté, dans le stand de dédicace pour le coup. Et puis, moi, je vous remercie énormément pour vos questions, pour votre intérêt, pour vos attentions. Et puis, à l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup.